Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art du 20 juin 2006. Nous sommes en visioconférence à l'Université de Paris 7 sur le campus de Jussieu. Le sujet d'aujourd'hui sera « Historique et politique de l'art de la photo, de Doisneau au numérique ». Les invités sont, à ma droite, Francine Desroudilles, qui est l'ayant droit et la fille du photographe Doisneau, donc par conséquent expert de Doisneau, et directrice artistique. Béatrice Jourdieu, qui est artiste peintre. Géraldine Paulet, qui est sculpteur. Romain Simonet, qui est étudiant à l'Université de Paris 8, cinéaste et photographe, qui travaille sur le numérique et l'argentique. Pasquale Calone, qui est photographe qui nous vient d'Italie. Hervé Udry, qui est tireur noir et blanc au laboratoire Publimode Photo. Françoise de Noyelles, qui est historienne de l'art, qui est aussi enseignante d'histoire de la photographie, si je ne me trompe pas, à l'école Louis Lumière, et qui est par ailleurs présidente de l'ADI-DAE-PP, c'est-à-dire Association de défense des intérêts des donateurs ayant droit de l'ex-patrimoine photographique. Nous avons par ailleurs comme invité Arnaud Kissinger, qui est photographe, qui est enseignant d'histoire de la photographie. Je remercie pour leur aide Marie-Claude Vétréno-Soulard, qui est professeure. Je cite ici les personnels de Paris 7. Gilbert Sol, qui est directeur d'application réseau télématique. Jacques Châtelot, qui est responsable des visioconférences Visio P7. Bruno Bourré, qui est responsable informatique de Visio P7. Et je me présente, je suis donc Lise Cormery, docteur de l'Université de Paris 7 et de l'association Loi du 1901 Art et Art. Et bien sûr, Bernard Bois, secrétaire général de l'association Art et Art. Donc, pour répondre aux questions des internautes ou des intervenants, aujourd'hui, nous allons parler de l'art de la photo. Notre symposium existe depuis 4 ans. Et une fois par mois, nous invitons plusieurs intervenants qui parlent sur un sujet dans le domaine de l'art. C'est ainsi que c'est notre 3e réunion autour de l'art de la photo. Le premier avait parlé de l'histoire de la photo aussi. D'ailleurs, un des amis qui est parmi nous, nous avait montré une des premières photos en verre, c'est ça, Monsieur Lasselle, avec une superbe photo de Tolstoï. Et on avait évoqué plusieurs artistes, notamment Christer Hemp, qui a reconstitué les premiers appareils photo avec simplement une loupe et des cartons. Hein. Donc on était parti de là jusqu'à la photo tout à fait numérique. Aujourd'hui, on va peut-être évoquer beaucoup plus non seulement l'histoire, mais aussi les problèmes justement des ayants droit, les problèmes du patrimoine artistique photographique et des problèmes parfois plus techniques et qui sont aussi très importants. J'ai invité un artiste peintre et un artiste sculpteur parce que nous avons pour habitude ici d'inviter des photographes d'art, des graveurs, des sculpteurs, des peintres et même aussi des poètes. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue et on va donner la parole à Madame Desroudilles, qui en fait, Francine Desroudilles, qui en fait a invité beaucoup de personnes ici et donc elle a fait selon une philosophie, selon un schéma. Donc, je vais lui dire de peut-être nous expliquer en quelques mots pourquoi elle a invité les personnes ici présentes. Je pense que c'est très intéressant en ce moment de réfléchir sur l'évolution de la photographie, parce on vit une véritable révolution depuis quelques années. On est dans le passage du numérique, de l'argentique au numérique. On est dans la réorganisation complète de la diffusion de l'image grâce ou à cause d'Internet.
on est dans une période de mutation absolument extraordinaire. Alors, il faut essayer de faire que ça soit tout à fait positif, ça, et que la réflexion qu'on puisse avoir tous ensemble, tous les gens du métier de la photographie ou qui vivons dans la proximité des photographes, puissent avoir une réflexion aussi positive que possible pour arriver à enrichir les acquis de ce métier. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est une période très, très troublée. Et c'est intéressant toujours, dans des périodes comme celle d'aujourd'hui, de réfléchir à ce qui a pu se passer depuis l'arrivée de la photographie. Et c'est pourquoi j'ai demandé des renforts très très sérieux pour pouvoir parler le plus précisément possible des choses. J'ai demandé à Françoise de Noyelles, qui est une historienne de la photographie très reconnue et qui est grande spécialiste du papier imprimé, de l'utilisation de la photographie en papier imprimé, et qui est en train de travailler très dur sur une exposition qui va se dérouler au mois d'octobre à la Bibliothèque Richelieu sur les photographies humanistes et le papier imprimé. J'ai demandé donc à Françoise de Noyelles d'être là, à 2 titres. D'une part, pour qu'elle puisse un peu resituer ce qui a pu se passer dans la photographie depuis sa création, juste en focalisant un petit peu, bien sûr, sur une époque des années 30, qui est la naissance un petit peu d'une école, qui n'en est pas tout à fait une, mais qui est reconnue malgré tout comme une école de la photographie, qui est la photographie humaniste, à laquelle a beaucoup participé mon père. Et donc, qu'elle puisse nous parler de tout ça. Et puis, qu'on arrive aussi à soulever un problème important, qui est la conservation du patrimoine photographique, puisque Françoise s'occupe de la défense de l'histoire de la photographie dans l'institution. Et puis, en face de moi, je vois aussi Hervé Udry, qui est le tireur attitré des photographies de mon père depuis de nombreuses années, qui travaille aussi avec Willy Ronis, avec Guy Lequerec, avec de très nombreux photographes, et qui est un maître de l'argentique, et qui donc, à ce titre, pourra nous parler de ce qu'est un tirage argentique, et de ce que peut représenter aujourd'hui pour les laboratoires cette espèce d'arrivée en trombe, comme ça, d'une photo différente. Et puis Arnaud Giesinger a fait l'an passé une excellente conférence sur mon père dans un musée des Beaux-Arts à Besançon, et donc a beaucoup réfléchi sur la photographie humaniste. Il est lui-même photographe, fait un travail extrêmement intéressant sur les lieux de mémoire, et je trouvais vraiment intéressant qu'un photographe de sa génération réfléchisse sur avant, pendant, après, sur l'état des lieux de la photographie aujourd'hui pour son travail personnel, mais et une réflexion aussi d'historien de la photographie, puisqu'il a énormément travaillé là-dessus. Voilà. Donc on peut peut-être commencer d'ailleurs par un petit texte que j'ai extrait d'un livre qui est pour moi une bible, qui est malheureusement épuisé depuis quelques années, mais qui est un livre écrit par Marie de Thézy, qui s'appelle La photographie humaniste. Et Marie de Thézy a répertorié tous ces photographes qui ont surtout fleuri à l'immédiate après-guerre, et dont le sujet principal était l'humain. Et donc, elle commence pratiquement son livre par ce petit texte-là. Aux côtés des avant-gardes, la photographie dans les années 20 part à la recherche de valeurs et de formes nouvelles. Vers 1930, elle revient à la réalité et se tourne vers l'homme. Elle le découvre au sein des quartiers populaires. La photographie est alors témoignage, elle se fait humaniste. Elle s'attache à montrer la beauté cachée de la réalité qui devient poésie. Toute une génération de photographes font leur début dans les années 30. Ils sont animés de cet esprit nouveau qui, au-delà des tempéraments, des orientations diverses, marque de son empreinte la pratique de chacun. La photographie humaniste en France entre 1930 et 1960 présente une unité qui en fait un mouvement inscrit dans l'histoire. Je crois que Françoise de Noyelles pourrait réagir à ça parce que ça fait partie des sujets qu'elle a beaucoup traités.
Alors Oui, Françoise de Noyenne. Effectivement, le texte de Madame de Thézy est un texte cardinal en ce qui concerne cette période. C'est vrai en même temps que dans la période des années 30 s'affrontent deux courants extrêmement importants, un courant plus formaliste qui nous vient d'Allemagne, et puis effectivement ce courant plus humaniste que l'on retrouve dans un livre d'une grande importance qui est le Paris de nuit de Brassailles, où déjà de nombreuses thématiques vont être inscrites, les petits métiers, les clochards, tout ce peuple qui n'est pas sur le devant de la scène et qui va intéresser les photographes. Mais c'est vrai que c'est dans les années de l'après-guerre que vraiment ce courant va prendre de l'importance. Il va prendre de l'importance parce que, comme vous le disiez si justement, la photographie imprimée prend un nouvel élan. Un nouvel élan dans la mesure où toute une presse qui a collaboré ferme instantanément ses portes et que de nouveaux journaux arrivent qui ouvrent très très grand leurs portes à de nouveaux photographes. Beaucoup de gens de cette génération ont commencé quand même leurs premières armes dans l'immédiat après-guerre. Le cas le plus intéressant me semble celui d'Isis. Isis qui tenait boutique et qui a fait de la résistance dans les années 44, qui photographie des résistants. On est emballé par ces photos et il quitte sa boutique pour se lancer dans la photographie de presse et il va rejoindre le staff de Match peu de temps après. Des gens comme Charbonnier, des gens comme Swiner, beaucoup de ces photographes, Bouba, tout le staff autour de Réalité va arriver, lui, après-guerre. Mais les racines commencent effectivement. Douaneau, il y a des photos dans les années 30. Ronis commence dans les années 30 et Brassailles également. Absolument, oui. Non, le début de leur intervention de photographe, qui est très souvent... Enfin, il y a une différence entre les photographes qui ont commencé à travailler en indépendant. Mon père, par exemple, dans les années 30, il était salarié. Il était photographe aux usines Renault. Il a été licencié pour son plus grand bonheur en 1939. Malheureusement, la guerre a éclaté, donc il n'a pu être photographe indépendant qu'après la guerre. Mais il avait, avant la guerre, un statut de photographe salarié. Bouba d'ailleurs est devenu salarié de Réalité, mais après-guerre, de la même manière que Charbonnier. Enfin, l'organisation du métier se faisait d'une façon quand même un petit peu différente. Je crois que c'est la guerre aussi qui a fait une césure quand même très très importante et qui a fait que tous ces gens-là après ont été obligés de réinventer un petit peu un métier avec les grandes agences qui se sont inventées après-guerre. Il y a eu des agences beaucoup plus tôt, mais je veux dire, les agences de photojournalisme, c'est quand même c'est 47, 48, Magnum, Rafo, ça commence là, c'est vraiment l'après-guerre. Et c'est là où ces photographes indépendants vont arriver à trouver leur économie personnelle, enfin, parce que c'est ça qui est très important dans la vie d'un photographe. C'est aussi le paysage photographique dans lequel ils s'inscrivent, qui va leur permettre de vivre soit de la commande, soit de la commande de presse, ce qui a été le cas pendant très très longtemps. Maintenant, c'est quand même beaucoup beaucoup moins le cas. Soit de la vente des tirages, ce qui est un phénomène émergent très très récemment, mais qui n'a pas existé du tout pour la génération des humanistes pratiquement. Donc la façon dont les photographes vont s'installer dans leur métier dépend aussi du paysage qu'ils ont autour d'eux. Et c'est dans l'immédiate après-guerre que s'est installée une espèce d'économie de la photographie un petit peu constituée, qui est en train d'être terriblement bouleversée maintenant. Il y a eu effectivement
des embryons quand même avant la guerre, puisque l'agence RAFO commence quand même avant la guerre. Et puis une autre agence extrêmement importante, c'est Alliance Photo, qui recoupe des gens comme Capa, des gens qui vont, une agence qui va RAFO et Alliance Photo alimentant des publications comme Vue de Vogel, mais ça reste extrêmement marginal parce que chez RAFO il y a 3 ou 4 photographes, Alliance Photo il y a 7 ou 8 photographes, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de monde. Les grosses agences de l'époque, ce sont plutôt des agences anglo-saxonnes comme Keston ou AP qui existent déjà. Et après-guerre naît véritablement, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ne veulent pas faire de l'actualité dite chaude, qui s'inscrivent dans une approche de la photographie, qui s'inscrit dans un cadre de reportage qui n'est pas celui de l'actualité chaude. Et là, effectivement, il y a Alliance Photo périclite, mais RAFO prend beaucoup d'importance, et puis surtout Magnum donne un peu le là d'un nouveau type de photographie, même si je rappelle que contrairement à ce que l'on dit souvent, Magnum n'a pas été la première coopérative de photographes, il y en a eu une avant-guerre, qui s'appelait les photographes associés. Mais cette économie correspond à un désir des photographes qui voulaient que leurs photos soient quand même reconnues, et en même temps qu'il y avait un regard personnel, contrairement à des photos d'agences comme Keston. Et ces gens-là ont trouvé à travers des structures extrêmement artisanales un moyen de publier leurs images dans la presse, et ça je crois que c'est le point essentiel, qui fait que le statut du photographe à l'époque est un statut un peu hybride, parce qu'ils ne sont pas des journalistes et en même temps ce sont des photographes, mais dont le statut reste quand même peu reconnu. Il va falloir attendre les années 80 pour qu'il y ait un véritable basculement dans la reconnaissance du social du photographe, avec l'émergence de la reconnaissance par les institutions, les grandes institutions françaises, puisque jusqu'ici la Bibliothèque nationale, elle, plutôt conservée de la photographie, alors que des institutions comme le Centre national de la photographie, des galeries comme le Château d'Eau, tout cela, le mois de la photographie, tout cela va mettre sur le devant un nouveau type de rapport à la photographie. Et du coup, un nouveau regard sur les photographes. Le photographe va prendre une importance qu'il n'avait absolument pas. C'est vrai que moi, j'ai eu le sentiment d'être la fille d'un artisan photographe. Mais mon père qui a connu quand même un très très grand succès à la fin de sa vie, mais c'est arrivé à la toute fin de sa vie. Enfin, il disait, parce qu'il aimait beaucoup plaisanter avec ça, il disait, mais pour un photographe, les 70 premières années sont difficiles, mais après, ça va beaucoup mieux. Mais vous savez qu'on dit ça pour les peintres et les sculpteurs. On le dit aussi. On dit qu'à Paris, les 70 premières années sont les plus difficiles, mais après, ça s'arrange. Je crois que c'est vrai. C'est un peintre, c'est Villon qui avait sorti ce bon mot. Mais donc, je veux dire, lui a vécu dans c'est quelqu'un qui a vécu de son travail. Je veux dire, il n'était pas du tout pour en faire un être misérable. Mais c'était vraiment... Enfin, moi, j'étais fille d'artisan. On habitait dans une maison qui était un atelier. Pendant très longtemps, la salle de bain était le laboratoire photo. Après, ça s'est un peu agrandi, donc le laboratoire était indépendant. On vivait dans une odeur d'hyposulfite, avec le téléphone qui sonnait tout le temps, avec une espèce d'effervescence d'artisanat, quoi. Hein. Bon, c'était ça la vie des photographes, avec plus ou moins de moyens suivant la famille dont ils étaient issus. Mais le métier de la photographie générait ce type d'économie personnelle. Hein. Et puis, effectivement, les années 70 arrivent, institutionnalisation quand même de la photographie qui intervient plus dans les années tout début 80. Jacques Lang, qui fait beaucoup d'ailleurs pour l'institutionnalisation de la photographie, et à partir de là, une reconnaissance du métier de photographe. Et j'évoquais ça avec Françoise de Noyelles tout à l'heure, mais je pense que elle ou Arnaud auraient pas mal de choses à dire là-dessus. Basculement, parce qu'on a l'impression d'assister en permanence, depuis la naissance de la photographie, à un basculement des statuts du photographe, c'est-à-dire
au moment du pictorialisme, dans les années 20, Françoise disait très très justement que les photographes n'étaient pas à ce moment-là des gens qui avaient les mains dans la farine. C'était souvent des grands bourgeois qui s'intéressaient à la photographie comme un médium artistique. Hein. Mais bon, il y a eu tout ce passage où la photographie, c'était indéniable, était considérée comme un art. Et puis après l'arrivée justement de cette photographie humaniste, où le photographe devient un travailleur de terrain complètement. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a à nouveau un basculement où le photographe se revendique absolument artiste. Mais ça vient peut-être de cette politique qu'il y a eu du tous artiste qui a beaucoup déteint sur les populations. C'est-à-dire que tout le monde, à partir d'une certaine période historique que vous citiez, c'est-à-dire les années 80, estime qu'il peut être peintre, qu'il peut être photographe, alors qu'il peut être sculpteur. C'est en plus aggravé par les nouvelles technologies qui font que n'importe qui s'imagine photographe, n'importe qui s'estime peintre, alors que, mes petites recherches et mes connaissances semblent dire que, en fait, comme vous dites, ce sont les 70 premières années qui sont difficiles et après, ça va mieux parce que être peintre, être un véritable artiste peintre, photographe ou sculpteur, c'est un art, c'est une quête. Et c'est un gros travail. D'une œuvre, il n'y a pas de doute qu'il faut le temps. Hein. C'est clair. C'est clair. Je crois que ce soit les peintres qui sont ici, ou sculpteurs, ou photographes qui sont des vrais photographes, je crois que c'est le commun dénominateur. Hein. Arnaud Giesinger, vous pourriez peut-être intervenir là. Oui, je pense que tout au long du XXe siècle, il y avait deux courants, pour vraiment simplifier. Il y avait déjà les photographes artisans qui se considéraient comme des artisans, de véritables artisans, des hommes d'image, de femmes d'image. Et il y avait toujours, tout au long, à partir de la modernité, des artistes qui utilisaient la photographie. Donc ça crée un peu deux mondes différents. On le ressent encore aujourd'hui, même si les effets des années 80 à 90 ont fait que souvent il y a une fusion. Mais il y avait déjà, à partir de la modernité du XXe siècle, cette ambiguïté qui est due aussi aux médiums, parce que c'est à la fois quelque chose qui est très simple, qui est accessible à tout le monde, et en même temps, il y avait les plus grands artistes qui ont utilisé la photographie, aussi le film, la vidéo, etc., etc. Donc cette tension, elle est encore un peu présente aujourd'hui, mais j'aimerais bien revenir peut-être un petit moment dans le contexte d'après 45, parce qu'indépendamment du statut du photographe ou de ce contexte économique, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les effets de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier non plus que les ravages de cette guerre, avec toutes ses conséquences, et je pense que dans le contexte de l'immédiate après-guerre, on a cherché en France, mais dans d'autres pays, notamment dans les pays germaniques, justement, une sorte d'issue, une sortie pour l'image, pour une nouvelle image, à la fois sortir du formalisme, pour certains, des années 20 et 30, mais aussi de trouver une nouvelle destination de la photographie. Et puis les Allemands avec la nouvelle subjectivité de Steinert, ou la grande exposition Family of Man est très typique pour cette période, qui est chargée aussi d'émotions. Je pense que c'est le contexte historique au sens large qui va beaucoup influencer les nouveaux sujets, le reportage à long terme, pas à chaud, comme dit Françoise, etc. Donc il ne faut pas non plus oublier le contexte historique dans le grand sens, grand H de l'histoire. Et je peux vous poser une question, justement, l'enseignement de l'histoire de la photographie, en fait, moi je connais un professeur à l'université de Paris 1, mais est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs d'histoire de la photographie en France? Et depuis combien de temps il y en a? Ça rejoint ce que vous dites, hein, donc... Vous posez une question extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas au sein de l'éducation nationale une éducation à l'image, hein, ni dans le premier cycle, ni dans le second cycle. Et dans l'université, on peut estimer que la photographie a grappillé quelques territoires, mais que... et cela grâce à des enseignants qui souvent avaient une casquette plutôt d'histoire de l'art que d'histoire de la photographie. L'université reconnaît extrêmement peu
la photographie. Moi, quand j'ai eu le prix de la chancellerie, on a remarqué que j'avais fait une thèse sur la photographie, alors que franchement, la chancellerie s'ouvrait à des secteurs d'une modernité considérable. C'était quand même dans les années, fin des années 80. Donc, non, la photographie n'est pas vraiment reconnue au sein de l'université. En revanche, au sein des institutions, et particulièrement en France, il y a eu dans les années 80 d'immenses efforts qui ont été faits, c'est indéniable. Les institutions, qu'elles soient nationales, qu'elles soient communales, qu'elles soient régionales, il y a vraiment eu un travail avec un certain nombre de personnalités dans le monde, à la fois pour la diffusion d'expositions, mais aussi dans l'univers de l'édition. Je pense que des éditeurs qui n'ont pas attendu les années 80 pour se manifester, des gens comme Delpire, sont des personnages cardinaux pour l'histoire de la photographie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, est-ce qu'il y a un marché de la photographie en France, ou est-ce qu'il y a un pays qui serait plus développé que la France? Une grande partie du marché, en France, le marché de la photographie a quand même, il faut le dire objectivement, a été amorcé par les institutions. Il s'est constitué deux grandes photothèques de caractère muséal, qui sont à la fois la photothèque d'Orsay, du musée d'Orsay, parce qu'elle a été constituée par rapport à il y a eu quelques apports qui venaient d'autres institutions, mais il y a eu énormément d'achats. Et puis Beaubourg, qui a énormément acheté de photographies. Oui, mais si on ne parle pas de l'institution, je parle du marché. Alors, on voit bien que ça reste extrêmement restreint. Il n'y a pas un nombre considérable de galeries. En même temps, le phénomène Paris Photo est extraordinaire. Mais surtout le salon Paris Photo. Oui, c'est une référence mondiale. C'est assez extraordinaire de voir cela, mais de même que en matière de photojournalisme, Paris reste une plaque extrêmement importante, sans commune mesure avec la surface de diffusion interne, parce qu'en France, la France c'est un petit pays, et il n'empêche qu'on a un nombre d'agences qui restent importantes, même s'il y a une restructuration dans les 10 dernières années. La France était le lieu des agences de photojournalisme, absolument. Enfin, il n'y avait pas plus important que les agences de photojournalisme françaises jusqu'à maintenant. Et ça, c'est quand même en train de s'échapper totalement. Hein. C'est quand même, en ce moment, les photographes qui peuvent avoir leur collection abritée par Getty ou par Corbis sont très contents. C'est quand même des Américains. Hein. Je crois que c'est en train quand même de s'échapper complètement de la France, hein, ce grand marché du photojournalisme. Alors, existe-t-il toujours de la même manière aussi? Ça sera encore une autre. Est-ce que c'est à cause de l'institution ou grâce à l'institution? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je crois que c'est parce que à cause de cette révolution de l'image. C'est qu'effectivement, toute l'économie de la photographie qui était quand même en grande partie assise sur l'idée du photojournalisme, disparaît. Ça se passe autrement maintenant. Alors, est-ce que les droits d'auteur, la question des droits d'auteur, des droits à l'image, n'ont pas joué un rôle? C'est autre chose. Je pense, c'est très important, c'est même essentiel pour les photographes, ce problème du droit à l'image, mais je pense pas que ce soit ça qui fasse en rien basculer l'économie de la photographie. Je pense que, par exemple, le grand lieu du photojournalisme, c'est toujours le Festival de Perpignan au mois de septembre. Et l'année dernière, pour la première fois, Jean-François Leroy a été convaincu de devoir exposer des photos issues de téléphones portables. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des nouveaux outils, il y a une nouvelle manière de produire de l'image, que le photojournalisme c'est aussi d'avoir l'image la plus immédiate, donc c'est celui qui va être le plus près de l'événement qui va être le mieux placé, pas forcément le meilleur photographe.
Oui, Hein, c'est je la veux dire, question, c'est pas ouais. McCullin qui va Ouais. avoir qui va pouvoir dégainer son téléphone portable. Ça va être la personne qui va être à côté du fait qui se déroule, quoi. Et c'est là où on arrive à la question de l'analyse de la qualité. Alors peut-être que Hervé Udry pourra nous parler de ça, parce que qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bon, la qualité. Vous pourriez nous en parler avec vos photos là, non? Peut-être déjà, il faudrait savoir ce que c'est qu'un tireur Oui. photo argentique. Je dis bien argentique. C'est une parfaite collaboration avec le photographe. On essaye de retranscrire ce que le photographe souhaite, ce que le photographe a vu. Alors, il est vrai qu'en noir et blanc, on peut faire beaucoup de choses. On est illimité presque par rapport à la couleur. Donc, c'est une connaissance. Le tireur, quand il reçoit un photographe qu'il ne connaît pas, il pose des questions, il essaye de voir sa sensibilité, il regarde bien sûr les photos, et c'est à lui de comprendre ce que le photographe souhaite. Alors, ce qui se fait, c'est que généralement, quand on ne le connaît pas, on fait quelques tirages. On propose plusieurs variantes. Si le photographe ne nous donne pas d'instructions particulières, parce qu'il y en a qui ont des anciens tirages, Ouais. donc il nous donne un repère, sinon il y en a certains qui ne nous donnent pas de repère. Donc c'est à nous de les trouver. Et là-dessus, on fait quelques tirages avec des variantes et on leur propose ça et on voit leur réaction, ce qu'ils souhaitent, qu'on améliore. Donc un tireur doit être caméléon, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter, pouvoir tirer du Douaneau, même pas, qui peut tirer du Bouba, ou Édouard Bouba préférait des choses en douceur, en passant par Douaneau, allant jusqu'à Newton qui voulait des tirages contrastés. Ça, le tireur doit s'effacer de ses propres goûts. Même si des fois on va contre notre goût, parce qu'on en a quelques-uns, là on efface, parce que des fois on dit mais c'est pas vraiment un bon tirage, mais le photographe le souhaite comme ça, donc on oublie complètement. Et vous avez un rôle très important parce que j'avais pas réalisé en fait. Vous êtes comme le maître graveur avec l'artiste qui fait une gravure. Oui, exactement. Oui. On est aussi devant. J'aime bien la musique, donc je suis musicien et on a le compositeur, chef d'orchestre devant nous, et le négatif est une partition. Parce que par exemple, il y a un artiste qui s'appelle Mario Avati qui fait des gravures magnifiques, des mezzotinto, et il a installé justement le tireur de ces gravures parce qu'il voulait. Ils ont un travail en fait en osmose. Hein. Mais un Oui, photographe c'est comme un Salgado, sculpteur. Voilà, Ça, voilà. c'est Avec son pareil. fondeur ou avec. Oui, ouais, exactement. ouais, Et on ne ouais, parle ouais. pas du fondeur. Hervé Très rarement. Ah, c'est très Salgado, il a important, le son- fondeur. Oui, oui, Pour le oui, collectionneur, son tireur très chez lui. important. Oui, ouais. mais on en parle Ouais, très ouais, rarement. ouais, Hein. ouais. Je suis allé Ouais. dernièrement au musée Rodin Ouais. et c'est vrai que Et pourtant, c'est on pour oublie. les spécialistes, il faut jamais l'oublier le fondeur. Voilà. C'est lui qui Et- fait la différence. Et bien dans la photo, voilà. Ah d'accord. Mais de j'avais- plus en plus, les tireurs sont cités parce que c'est un binôme, hein, le photographe et le tireur. Et Hervé ne le dit pas, mais un photographe n'aime pas travailler avec plusieurs tireurs. Hein. Il a son tireur et c'est une complicité totale. C'est vrai que c'est un métier qui est mal connu. C'est essentiel. C'est Ouais. un métier très mal connu, Ouais. mais c'est vrai que de plus en plus, si vous allez à la Maison européenne, si vous allez dans toutes les expositions photos, le tireur est toujours cité maintenant. Et vraiment, bon, on y tient beaucoup parce que c'est vrai que c'est essentiel. Puis c'est aussi une valeur ajoutée parce que on connaît il doit y avoir là aussi des niveaux. Il y a les Bien grands- sûr, voilà, ouais. si, bon, oui. Comme chez les fondeurs. Chez les fondeurs, Oui, c'est oui, une bien valeur sûr. ajoutée. Hein. On Le sait graveur, quels c'est sont les pareil. Le grands maître tireurs, graveur, hein. c'est une valeur ajoutée aussi. Hein. Ouais. Si c'est une gravure de chez un tel, c'est bon. C'est Oui. bon. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà le rôle du tireur. Tout se passe bien sûr en chambre noire et pas devant un ordinateur. Comment vous dire? Ce qu'il y a, c'est que c'est important. Moi, ça fait 28 ans que je travaille à Publimode et bon, les photographes Alors commencent parlez-nous de Publimode parce que les internautes qui nous regardent. Et c'est ne connaissent pas un Publimode. grand laboratoire professionnel qui existe depuis 40 ans, qui a formé beaucoup de tireurs noir et blanc. Et dans ce laboratoire, il y a eu un personnage, Jules Steinmetz, qui a été un très grand tireur et qui m'a formé. Je l'étais un peu, mais il m'a donné aussi la passion du tirage, parce que
pour le tirage, c'est pas évident de travailler plusieurs heures dans une chambre, pas tout à fait noire, mais c'est pas évident. Donc lui, il m'a donné cette passion, et j'ai d'ailleurs, après il s'est arrêté, il est parti en retraite, j'ai récupéré plusieurs photographes avec lesquels il tirait. Mais là aussi, la passation de pouvoir, la passation, c'est pas fait du jour au lendemain. Je travaillais sous la coupe de Jules, sur des tirages des fois pas importants, des 18-24, 24-30, et lui me surveillait, mais le photographe ne savait pas que je travaillais pour lui. Il prenait toutes les responsabilités, et à chaque tirage que je faisais, dans le révélateur, je lui montrais et il me rectifiait. Et ça, les photographes ne l'ont pas su. Des photographes comme Gilles Herman, Franck Horvat et compagnie, pour lesquels je tire, ne le savaient pas, Jean Mounique aussi. Et jusqu'au jour où il était absent, il était en vacances, et il mettait en confiance le photographe. Et le photographe, après, voyait qu'il n'y avait aucune différence. Donc, c'est un passage un peu obligatoire, parce que, comme disait Francine, si le photographe change de tireur, là, il est un peu paniqué. Il est un peu paniqué, parce qu'un tireur, une fois qu'on connaît le photographe, il n'y a plus tellement de dialogue de tirage. On parle plutôt d'autre chose, de ses voyages, de la Coupe du Monde, on va dire ça maintenant, mais plus du tout, parce qu'on le connaît, on réagit. Et des fois, même en faisant un tirage, on dit non, ça ne lui plaira pas, et on présente les deux versions, et c'était automatique que c'était l'autre tirage. Voilà. Et dans votre métier, est-ce qu'on peut faire ce métier et être aussi photographe, l'art? Alors, il y a des tireurs photographes. J'ai voulu être photographe, mais j'ai arrêté, parce que à force de voir des bonnes photos, on se dit que c'est un autre niveau. Non, mais c'est vrai. Quand je suis rentré à Publimode, je voulais être photographe. Je faisais des tirages, mais je voulais être photographe. Et bon, quand vous voyez des photos de Marc Ribou passer, ouais, vous dites, je préfère rester dans la chambre noire et faire correctement un tirage. Ce qu'il y a, c'est que je connais des tireurs photographes, et là, le problème qu'ils ont, parce qu'ils ont un goût de tirage, et ils ont du mal à être caméléon par rapport aux photographes. J'ai connu des tireurs qui tiraient comme si c'était leur photo, et ne pensaient pas, n'essayaient pas de comprendre ce que voulait le photographe. Donc ça ne peut pas coller. Oui, ils sont deux esprits. Hein. Ouais. D'accord. Est-ce que vous voulez nous montrer des exemples pour que l'on comprenne un tout Je vais petit essayer peu d'être votre métier le plus clair possible. Ah, pardon, je vais peut-être vous faire de la place. Non. C'est bon? Non, Je ne sais pas si on m'entend. non, voilà, pardon, voilà. Posez ça là, peut-être. Voilà, posez-le. On n'a pas la même vision tout à l'heure. Ah non. Voilà. Alors par contre, est-ce que vous voulez peut-être qu'on éteigne? Non. Tout à l'heure, on avait La plus salle. la photo, mais je ne sais pas ce que vous avez fait. On avait plus. Ah oui. Jacques, est-ce que tu pourrais nous aider? Je crois qu'il y avait un plan plus large tout à l'heure. Un petit peu plus. Ou c'était pareil? On avait la photo au tirage. Le zoom, alors d'accord. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est une photo de Willy Ronis. On m'entend? Oui, ça va. Oui, c'est bon. Attendez, on va vous mettre. Non, vous avez tout à fait raison. Ouais. Est-ce qu'on entend? Oui. C'est une photo de Willy Ronis, et c'est une des plus difficiles et délicates à tirer. Alors ce tirage-là, il n'y a aucune intervention de ma part, il est brut. Alors c'est un parfait contre-jour. Willy a fait une moyenne, mais il y a des personnages dans l'ombre, et vous avez derrière des beaux, des belles lumières. Alors ça c'est, voilà le travail. Je peux m'excuser, vous voyez bien sur l'écran? Vous voulez qu'on Ça va. éteigne Et voilà d'accord. le tirage une fois travaillé. Ah oui. Alors, je vous avoue que je ne le sors pas du premier coup. Et à chaque fois, c'est une des plus dures de Willy Ronis, et un des plus difficiles négatifs que je connaisse. Parce que alors là, on pourrait le tirer différemment, c'est-à-dire en ayant moins de détails. Mais là, Willy, qui a tiré ses photos, il a encore plus d'exigence que certains photographes. C'est que voilà, il avait du détail. Ce qu'il n'avait pas, c'est que le tireur, ce qui est difficile ici, c'est d'équilibrer, parce que vous ne le voyez pas, mais il y a une différence quand on commence à forcer, parce que tout se passe sous l'agrandisseur, et on retient
les noirs, c'est tout un gestuel sous l'agrandisseur. Et quand on veut redonner de la matière, quand c'est comme ici brûlé, vous voyez, là il n'y a aucun détail, et on masque tout le premier plan pour laisser passer de la lumière pour que ces détails viennent. Alors bien sûr, nous ne sommes pas statiques devant l'agrandisseur, il faut bouger, sinon il y a des belles zones qui apparaissent. Donc voilà, ça c'était un exemple flagrant de... Je ne sais pas si on peut... Voilà. C'est un des plus difficiles. Et Willy le sait, à chaque fois qu'il me donne ce négatif, il sait que ça me donne des boutons. Ah ouais, d'accord, on va peut-être mettre ensemble. Alors ici, nous avons encore Willy, un petit tirage pas travaillé non plus. Un négatif très difficile à tirer dans le sens où il faut équilibrer. Et Willy... On me demande de jouer. Si vous voulez, oui. Voilà. Le désir de Willy, toujours avec ses petits modèles, c'est-à-dire que là, il veut que ça soit plus clair, ici, et un peu plus de détails. Alors voilà le tirage définitif. Parce que c'est, on dirait pas, mais c'est une photo faite en studio. Oui, on croirait que c'est au bord de la mer. On pense que c'est au bord de la mer, mais c'est au studio. Ouais. Et vous voyez que là, j'ai réussi à équilibrer. Nous avons aussi ici une photo très connue de Willy. Je zoome un peu, voilà. Sèvres Babylone. Alors là, il n'y a pas trop de travail, mais il y a une question de fermeture. Le ciel, vous voyez qu'il n'y a rien. Et ici, on ne voit pas trop le soleil. Donc, ah oui, là, c'est une photo. Oui. Voilà. Ce que Willy veut, c'est qu'on ferme. On ait beaucoup de détails ici, qu'on ait du détail au milieu, mais il veut fermer l'image, c'est-à-dire, je vais le mettre côte à côte, vous voyez. Voilà, tout en gardant quand même le maximum de détails sur le personnage. Et donc, parce que au niveau du tirage, il faut que rien n'attire l'œil, sauf bien sûr le sujet. Mais là, on est un peu attiré par ce blanc, alors que l'essentiel de la photo est là. Ouais, ça change tout l'esprit de la photo en plus, hein. C'est incroyable. Hein. Oh là là. Ouais. Il y aura là aussi... Est-ce que vous travaillez aussi avec de l'encre après que vous faites le tirage? De l'encre? De l'encre, non. Il y a pour les problèmes de la poussière, pour les problèmes... Si, bien sûr, parce que les négatifs sont... D'ailleurs, on le voit sur les petits tirages, ils sont pas repiqués. C'est le rôle d'une retoucheuse ou d'un retoucheur derrière. On sait le faire, mais c'est... Plus on le pratique, c'est comme le tirage, mieux on le fait. Et donc les retoucheuses sont là pour faire le ménage. Parce qu'en plus, dans les vieux négatifs de Willy, de Robert et d'autres... Oui, parce que c'est la chose qui plus attire l'œil tout de suite, c'est le point de poussière qui gêne le regard totalement. Parce que dans les vieux négatifs, à l'époque, on ne pensait pas que ça allait prendre cette importance. Donc on n'archivait pas bien les négatifs aussi. Ce qu'il y a dans notre métier, on commence bien sûr à être reconnu, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un rôle essentiel aussi, c'est le développeur film. Et ça, c'est très important. Ça, c'est des gens, quand un photographe revient de reportage, il a passé 2 mois en Chine, il revient avec plein de bobines, si le développeur se trompe, c'est fini. On pourra faire un tirage, mais si c'est mal développé, il n'y a pas de miracle. Là aussi, c'est un métier pas reconnu, mais très important. C'est arrivé avec une très célèbre photo avec Capa, hein, la photo de guerre d'Espagne. Il y a eu une anecdote tragique que Françoise va peut-être nous raconter. C'est pas avec la guerre d'Espagne, c'est avec ce sont les photos du débarquement. Du débarquement, où Capa, au risque de sa vie, avait fait un certain nombre de bobines, et pas tellement finalement, il n'avait pas tellement de films. Et les films sont renvoyés sur Londres, et il y avait un éternel problème de photographes qui publient ces images dans la presse, c'est le jour du bouclage. Et il y avait très très peu de temps pour le bouclage, et il n'y avait encore aucune photo du débarquement. Finalement, les photos du débarquement, les premières photos qui sont arrivées étaient celles, et les uniques photos étaient celles de Capa. Et pour faire vite,
On a mis l'endroit où on sèche les films, on a mis au maximum et la gélatine a plus ou moins coulé. Et on a sauvé quelques images, une douzaine d'images, qui paradoxalement ont pris une sorte d'aura À cause de cette histoire. à cause de ce problème. Et quand même, il faut le dire, on n'a pas averti Kappa tout de suite du problème. Et Life, d'une façon un peu pas très fair-play, a dit oui, les photos sont un peu floues, mais c'est que Kappa devait trembler un peu. Ça reste la terreur absolue de tous les photographes depuis lors. Non, mais je crois. Donc, pour revenir au tirage, donc rue Rambuteau, de Willy Ronis, donc un tirage brut. Et là, c'est le contraire que je voulais faire. Oui, mais c'est une photo en hauteur, donc on ne le voit pas bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout un travail ici, de fumée, contre-jour aussi. Les visages ne sont pas équilibrés. C'est la lumière, mais c'est gênant qu'elle ne soit pas équilibrée. Donc voilà, le photographe, et ce qui est normal, on ne comprendrait pas pourquoi il y en a une blanche et une noire. Et ce que Willy veut, c'est alors là, on ne le voit pas tellement, hein, c'est quand même sombre, mais du détail ici, dans les jambes. Sur le tirage original, il y est. Donc voilà, on va faire. C'est intéressant Voilà. ce qu'on découvre en Dina effet. de dos, Ça. c'est un peu sombre quand même. On découvre. Là, et là, il y a tout un travail derrière le rideau. Et Willy souhaite du détail dans le dos aussi. Alors, est-ce qu'on va le voir? C'est pas sûr. Si on le voit. Voilà Incroyable, hein. Incroyable. la différence. C'est comme un mauvais tirage et gravure et Voilà. une belle gravure. Et en plus, c'est cette superbe lumière qu'il y a dans le. Et le problème, c'est qu'il y avait un drap ici et que Willy, ben, il ne veut pas qu'il soit blanc, il est blanc. Donc il faut avoir. Il veut avoir un peu de gris, bien sûr, parce que là, c'est toujours pareil, on se demanderait ce que c'est et que ça gênerait la photo. Donc le problème, c'est de forcer ça sans zoner, bien sûr, autour, le noir, parce que là, on ne le voit pas trop, mais il y a le pied de la chaise. Alors là, pour passer à Douaneau, juste un tirage que j'ai fait récemment, donc, mais je ne sais pas si on va le comparer, c'est-à-dire que là, c'est brut aussi, alors il y a moins de travail que sur la photo de Willy, mais c'est un peu trop blanc ici. Alors il y a eu plusieurs étapes, voilà ça, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Et voilà le dernier, avec plus de... Alors là aussi, on pourra les étaler. Mais ça se discute, parce qu'après que j'ai revu ce tirage, il est pas si mal. Ça dépend des jours aussi quand on juge le tirage. Même le photographe peut changer d'avis. Mais c'est vrai quand on le regarde ici, on s'en Là, rend pas compte. on voit bien quand on est à côté, là, un peu moins de la détails. différence. Hein. Ouais. Voilà, et pour finir, une photo d'Édouard Bouba. Alors là aussi, il faudra les étaler, mais voilà un paysage de Bouba. Alors là, je me suis amusé à faire plusieurs versions. Plus ou moins contrastées, plus ou moins chargées dans le ciel. Voilà, alors là, c'est bien chargé, mais il y a des photographes qui aimeraient ça. Bouba ne l'aurait pas aimé, bien sûr. Il aurait plutôt aimé ça. Plutôt celui-là même. Voilà, alors je repasse rapidement. Alors là, c'est ce que je vous disais. Sur certains négatifs, il y en a d'autres, on ne peut pas s'amuser autant, mais j'aurais pu faire d'autres versions encore. Ouais, c'est assez impressionnant comment, en effet, ce métier est important. Hein. C'est Oui, mais très c'est un métier méconnu. qui disparaît. S'il vous plaît, Qui je c'est voudrais vous poser une question. Bernard, oui, Bernard le micro est bien mis. Bernard Oui, Bois. Critique d'art. Lorsqu'un poète allemand, par exemple comme Rilke, était traduit par son traducteur officiel Maurice Betz, Ah, aussi. il avait un dialogue avec son traducteur. Et le problème d'un artiste photographe, c'est que tant qu'il est vivant comme Willy Ronis, il peut encore donner son point de vue sur une œuvre à sortir. Après, si on a des ayants droit, mais comment ça se passe pour un photographe qui n'est plus de ce monde et puis qu'il n'y a personne qui défend son travail alors? C'est vous qui jugez par l'école, par le souvenir de ce qu'il a réalisé, vous continuez à persévérer dans
dans ce qu'il faisait, parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de commentaires. Ouais. Dans les photographes pour qui je tire, je les ai tous connus et oui, pour la plupart. Robert, je sais ce qu'il voulait. Ce qu'il y a, c'est ce qui peut se passer pour un tireur. Bien, généralement, les ayants droit amènent pas des modèles, mais des choses de référence. On arrive à comprendre ce que le photographe voulait. Mais pour l'instant, bon, j'en ai perdu quelques-uns, des photographes amis, mais j'ai un des photographes qui m'a fait confiance, le premier, c'est Jean-Philippe Charbonnier. Et d'ailleurs, j'ai fait son exposition au musée d'art moderne en 83. Une grande exposition, et d'ailleurs, je ne dormais pas bien la nuit, de 300 photos en 2 exemplaires. Et lui aussi n'a pas bien dormi parce que il est venu à Publimode, il dit voilà, j'ai cette exposition à faire, je voudrais savoir quel tireur pourrait faire ça. Et il l'a demandé à Jules. Et Jules a dit Hervé peut te le tirer. Et alors, ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait une dizaine de tirages, comme ça, brut, et je lui ai présenté. Hélas, je suis parti trop contrasté. Et là, chez Jean-Philippe Charbonnier, pour les gens qui l'ont connu, il était complètement paniqué. Complètement paniqué. Il a fait venir chez lui Jules en disant « Mais c'est quoi ce tireur ?» et tout ça. Jules a dit « T'inquiète pas, il va rectifier le tir, je vais l'aider, etc. » Et je suis parti dans des Et je pense qu'il n'a pas dû le dire sur ce ton-là, parce que Jean-Philippe était terriblement grossier. Il n'a pas été, il n'a pas été trop, cinglant, parce que j'étais jeune, mais il était blanc. Il était blanc, il dit ça va pas du tout. Ce que j'ai su après, c'est qu'il a fait venir Jules, ils ont parlé, Jules l'a rassuré aussi, donc après j'ai rectifié le tir, et ce que je veux dire, c'est qu'après ça a été une longue amitié et il avait complètement confiance. C'est pour vous dire que dernièrement, j'ai fait quelques tirages pour lui, pour une exposition. Et là, je tirais et j'avais l'impression qu'il était encore à côté de moi. Parce que voilà, je savais ses goûts. Les photos qui ont fait cette exposition du musée d'art moderne, je les connais par cœur. Et je connaissais ses exigences. Voilà. Alors donc, quand je serai plus de ce monde ou quand je serai à la retraite, mais oui, la question se pose, vous avez tout à fait raison, d'où l'importance de la présentation du tirage dans les expositions. Ouais. Tirage d'époque ou alors tirage fait par le tireur du photographe. Bon, il faut absolument que le tirage soit daté, parce que vous avez bien raison, dans très très longtemps, quand nous ne serons plus là les uns et les autres, il n'y a plus de passage de témoins par moment. Et quand il n'y a plus de passage de témoins, il faut repartir au tirage d'origine, il n'y a pas de doute, parce qu'on ne sait pas ce que le photographe voulait exactement. Oui, parce qu'il y a... Tant qu'il y a les photographes dont justement on essaye de bien faire comprendre que le photographe et son tireur, c'est un couple. Donc tant que le tireur est là, il n'y a pas de problème. Le jour où effectivement il se passera de longues années sans qu'il y ait ce passage de relais, il faut absolument qu'on sache d'où vient le tirage qui est présenté. Mais il y aura des tirages de référence et peut-être qu'il y aura des... Ils serviront de référence. Oui, de référence. Je pense que les gens... Vous parlez du développeur. Donc le développeur, moi je suis vraiment pas du tout... Développeur, c'est film. Une fois que c'est fait... Voilà, donc, c'est fait. Mais c'est quand même très important. Il y a quand même un autre problème, c'est que vous avez des tirages de référence, je pense par exemple à certains tirages de Collard, il n'y a plus les papiers, il y a plus le révélateur, il y a plus, et donc c'est le problème de technique. On ne peut pas refaire des tirages. Voilà. C'est pour ça que lorsque l'on dit la photographie est reproductible, certes, mais quand on arrive au tirage, c'est pas aussi reproductible qu'on le dit bien, qu'on veut bien le dire. On arrive à avoir le même esprit, mais on n'aura pas le même résultat, c'est évident. Alors justement, si vous permettez, je donne la parole à ce que j'appellerais la nouvelle génération qui va prendre le flambeau. À monsieur, donc, monsieur, vous vivez en Italie ou vous vivez en France? Pasquale Calone. Il y a 1 an et demi que je suis en France et je pense que je vais rester encore longtemps jusqu'à ce que ça me donnera encore de plaisir de travailler ici. Mais je viens de l'Italie, je viens de Naples. Et en fait, disons, moi, je suis un jeune qui travaille encore en noir et blanc. Et encore en argentique. Donc vous pouvez voir ces photos qui défilent en ce moment. Les photos qu'on voit, en fait, je vois que l'écran il ferme beaucoup le noir. Je pense que le tireur voit tout de suite qu'il y a
Il y a un problème dans le noir et dans le blanc, parce que normalement, voilà, il y a une règle générale, que c'est cela qui, dans une photo, il faut que tout soit lisible. Que dans les ombres et dans les lumières, il faut avoir du détail. Voilà, c'est pas l'informatique sans doute oui, aussi. Oui, ça c'est un problème de c'est intéressant de le dire numérisation. parce que trop souvent, les personnes s'imaginent que l'informatique, c'est une image exacte ou juste, ce qui n'est pas le cas du tout. À Que ce soit pour la peinture ou à partir même pour d'un la négatif, photo. il a beaucoup de problèmes à numériser une image. Il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est un autre, domaine. Oui, mais c'est important de le souligner parce que beaucoup de personnes s'imaginent que la photo, ce n'est pas un problème si elle est numérisée en informatique, que l'informatique lui rend grâce, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que l'informatique peut faire des miracles, mais c'est vrai aussi voilà, qu'en général, mes photos, moi je les préfère très contrastées. C'est un peu voilà, comme Helmut Newton. J'aime pas beaucoup des photos qui sont trop douces dans les passages du noir au blanc. Mais c'est vrai aussi que ça dépend du goût, voilà, ça dépend du goût. Et chaque fois que moi je tire mes photos, et je perds des heures et des heures pour faire une seule photo, sur papier barité, donc ce papier qui n'est pas très facile à C'est-à-dire, gérer. Le papier barité, c'est un papier cartonné, c'est du carton, c'est un papier qui prend beaucoup de temps pour se sécher. Beaucoup de temps pour... Ça veut dire que vous faites vos propres tirages? Normalement, oui, j'ai fait mes propres tirages. Et qu'est-ce qui développe? Parce que maintenant, je ne savais même pas que... Et comment vous faites développer dans un laboratoire professionnel? Non, moi, je développe aussi mon négatif. D'accord. Mais ça aussi parce que je travaille en noir et blanc. C'est vrai que si mon travail c'était en couleur, développer les négatifs, ça aurait été vraiment difficile parce qu'il demande un équipement très précis. Pour les températures, pour le temps, ça doit être vraiment précis au second. Alors que le noir et blanc, disons, c'est un peu plus artisanal, c'est vraiment le goût. Tu peux avoir des paramètres beaucoup plus ouverts. Puis esthétiquement, c'est magnifique. Ouais. Donc finalement, mes tirages, moi je les fais moi-même, mais je commence à faire tirer mes photos dans des laboratoires sous mon contrôle avec des machines qui s'appellent machines lambda, ça veut dire des machines lambda. Ça c'est drôle. À partir d'une numérisation du négatif, ils peuvent imprimer sur du papier argentique. Ça te permet une certaine vitesse de travail. Moi, des fois, je dois présenter mon travail pour plusieurs expositions, pour plusieurs galeries ou pour plusieurs concours. Je n'ai pas le temps de faire tous les tirages moi-même, ni l'argent pour donner mes négatifs. Alors, comment ça se passe votre vie d'artiste? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, on va parler de la vie d'artiste de Douaneau, etc. Donc du temps passé. C'est sûr que jusqu'à maintenant, je n'ai pas les moyens. Donc vous voulez commencer comment? Alors par exemple, votre formation, c'est quoi? Alors moi, j'ai travaillé pour des photographes italiens qui sont très connus. Vous pouvez les regarder pendant tout l'été à la Maison européenne de la photo. Et j'ai travaillé dans l'atelier des photos de Raffaele Mariniello et Mimmo Iodice. C'est des photographes napolitains. Un petit peu plus doucement que je comprenne le nom. Raffaele Mariniello et Mimmo Iodice. C'est des photographes italiens de Naples. J'ai travaillé, en fait, moi, je n'ai pas une formation académique directe. J'ai pris des cours, mais ma formation s'est faite sur place. En fait, oui, comme monsieur, c'est très bien. Ouais. Mais comme Douaneau d'ailleurs, comme beaucoup de photographes. Comme souvent les grands artistes, hein, de toute façon. Donc, j'ai travaillé pendant des années pour eux. Beaucoup de fois, j'ai vu mes photos sorties dans des journaux avec le nom de la personne pour qui j'ai travaillé, comme notre tireur, il a tiré des photos cachées, avec une identité cachée. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je devais partir, parce que j'avais besoin de présenter mon travail avec mon nom. Voilà. Et le fait de partir et d'aller à l'étranger, ça m'a donné une liberté plus... ça m'a donné, pour moi, c'était plus facile vraiment de m'éloigner de l'endroit où je suis né et où je me suis formé. C'est important. Ça. Et Paris, bien sûr, par rapport à l'Italie, m'a donné beaucoup plus de chances, beaucoup plus de possibilités. Je ne sais pas si c'est la ville. Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est vous parce que vous étiez à l'étranger? Je pense que c'est les deux. C'est le mélange entre les deux. Le fait d'essayer d'être plus ouvert parce qu'il n'était pas chez toi, et aussi le fait que c'est une ville qui te donne beaucoup plus de possibilités. C'est plus gros aussi que Naples. Vous êtes de Naples, c'est ça? C'est beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de vie artistique. Et... Mais donc, pourtant, la vie artistique est plus développée, par exemple, en Italie. C'est plus facile pour les gens qui commencent qu'en France. Je pense que c'est pas plus facile pour les gens. Parce qu'en fait, en Italie, moi je vous parle de l'Italie du Sud. Il ne faut pas oublier que l'Italie du Sud elle est très différente de l'Italie du Nord. Dans l'Italie du Sud, c'est vraiment c'est ceux qui ont un certain âge qui peuvent s'exprimer. Ça veut dire, si vous avez moins de 60 ans, vous n'avez pas le droit de vous exposer. En France, c'est un peu pareil, vous savez. Au-delà de votre travail, vous pouvez faire un travail magnifique, mais si vous n'avez pas le nom déjà
important, vous ne pouvez pas présenter votre travail. C'est sûr qu'ici à Paris, ils vous donnent beaucoup plus de possibilités de faire ça. Alors, vous avez rencontré vous avez vu des galeries, vous avez Oui, moi j'ai exposé dans des centres d'animation et dans la galerie des Beaux-Arts à Ducrous de Paris. J'ai exposé voilà, dans des endroits privés. Dernièrement, j'ai exposé dans des maisons à la cité universitaire. J'ai eu la chance dans un an et demi d'exposer donnez-nous à des peu noms près 6 fois. de galeries où vous aimeriez exposer. Les grandes galeries photos, c'est quoi pour vous comme nom, vu de l'extérieur à Paris? Vu de l'extérieur, en fait, je ne suis pas très informé sur la. Je sais qu'il y a certaines galeries qui s'occupent des photos, mais je n'ai jamais remarqué qu'il y en a certaines vraiment très très connues. Peut-être que c'est voilà, ma faute, je ne suis pas bien informé, mais personne ne m'a vraiment parlé jamais d'une galerie qui s'occupe des photos spécialisées. Il y a Agathe spécialisées. Gaillard, non? Toujours. Mais c'est sûr qu'il Il y en a. y a Agathe Gaillard, pourtant, vous la connaissez de nom, non? C'est sûr qu'il y en a, c'est sûr. Ouais. Vous n'avez jamais essayé de pousser sa porte? Non. Non, vous n'osez pas. En fait, en général, moi, je n'aime pas beaucoup de présenter mon travail directement. Je préfère qu'il y ait un moyen indirect de présenter mon travail. C'est-à-dire, voilà, j'ai organisé des expositions. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont vu mes photos et me proposent de faire un travail avec eux, ça me fait plus plaisir qu'aller à frapper aux portes. Je comprends, c'est le problème de tous les artistes. Mais est-ce que vous êtes représenté en agence? Ça vous intéresse ou pas, la représentation en agence? Au niveau d'un travail, de fournir mes photos à une agence qui puisse l'utiliser pour des journaux, Oui. je ne sais pas si... parce qu'il faut se compromettre beaucoup, je pense. Quel est le système, justement? Si un photographe, est-ce que c'est vrai, si un photographe veut travailler en agence, quels sont les avantages et selon vous les inconvénients pour des artistes? L'agence est une structure qui n'est plus très ouverte aux photographes actuellement. Les agences n'embauchent plus de photographes. Les galeries ne prennent pas en charge beaucoup de très jeunes photographes, il faut bien en être convaincu. Alors les photographes maintenant s'organisent plutôt, en tout cas je parle de la France, s'organisent dans un nouveau type de structure qu'ils appellent collectif. Il y en a à peu près une quarantaine en France, avec des projets différents, une implantation différente. Le collectif le plus ancien a 20 ans, c'est le bar Floréal. Certains sont devenus vraiment pignons sur rue, comme des collectifs comme Tendance Floue, qui sont des associations de photographes avec des statuts différents. Les nouvelles techniques induisent de nouvelles formes d'association. Je pense à un collectif comme Tango Photo. En fait, c'est un collectif qui ne vit qu'à travers Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lieu, ils n'ont pas de local, ils n'ont pas de structure, de bureau. Tout fonctionne par Internet. Alors globalement, ce qui rassemble ces photographes dans des collectifs, c'est qu'ils ont des projets, ils montent des projets. Et en fait, un photographe actuellement qui veut avoir un discours, qui veut avoir une production qui ne s'inscrit pas dans un cursus uniquement alimentaire, même si quand on fait de l'alimentaire, et je tiens beaucoup à cela, et ça reste très prégnant actuellement, on peut faire aussi un travail extrêmement intéressant. Mais globalement, les photographes, à travers ces collectifs, montent des projets par rapport soit à des institutions, soit à des entreprises, c'est ce qu'on appelle maintenant du corporate, soit il y a des résidences, maintenant beaucoup de structures, c'est-à-dire soit des collectivités locales, des villes, des régions, proposent des résidences à des artistes. Et beaucoup montent des projets comme ça et passent d'une bourse à une résidence. Oui. Enfin, c'est un nouveau rapport. C'est une grande tendance, ça. C'est un nouveau rapport au métier de photographe. On a ça pour tous les ceux qui font des installations, les peintres. Voilà. Enfin, c'est que nous, ce qu'on a pu observer, d'ailleurs, on les avait baptisés même les communicars, justement. On a un peu des gens qui se mettent
des cumulards aussi, qui te mettent dans les systèmes institutionnels et qui, comme vous le dites, sautent de bourse en bourse, de fondation en fondation, de résidence en résidence. Je ne sais pas si leur recherche n'en pâtit pas, je ne sais pas. Mais enfin, on remarque quand même qu'il y a un peu comme une forme de clonage dans les formes, ces formes d'art. Hein. Il y a beaucoup, presque du copier-coller, hein, je veux dire. Mais je suis pas d'accord pour la photographie. Je pense que je ne sais pas, mais pour la peinture et la sculpture, je peux vous dire que ça, c'est clair. Hein. Hein. C'est clair. Hein. Enfin, je peux dire en sculpture-peinture et en gravure, c'est pas ce que j'appellerais l'inspiration. Non, photographie, c'est effectivement, Françoise le disait très bien, c'est une forme de relais de diffusion de l'image aujourd'hui. Hein. C'est vrai que pendant très longtemps, le système de l'agence était idéal pour les photographes. Hein. Ils étaient oui, donc accueillis maintenant, dans un- c'est plus... Enfin, en France, comme vous disiez. Hein. Ça n'est Parce que plus par ça. exemple, si on va à New York, il y a quand même... il y a des galeries très spécialisées en photo qui font que de la photo. Hein, Mais il y en a aussi. en France aussi, mais quand on disait tout à l'heure, il faut mieux, au bout de 70 ans, on vend très bien ses photographies, globalement, peu de galeries prennent en charge des photographes relativement jeunes. Il y en a peu. Il y en a peu. Et la majorité de leurs fonds, ce sont des photographes qui sont déjà connus. Bien sûr. Et donc un jeune photographe qui débarque, avant d'être reconnu, il faut bien qu'il fasse des images, qu'il les produise, Puis alors quand même une des nouveautés, c'est la grande facilité à exposer. Autant à l'époque de la photographie humaniste, dans les années 50-60, il n'y a pas de lieu d'exposition. Il y avait à Paris, il y avait deux structures. Hein. Il y avait les expositions du groupe des 15, relayées ultérieurement par les expositions qui ont été montées par les 30-40. Et c'était une fois par an. Et une fois par an. Et puis les salons organisés par la Bibliothèque nationale. C'est-à-dire qu'on ne voyait quasiment pas de photographie. Il y avait dans les années, à la fin des années 70, il y avait deux galeries. Il y avait deux galeries de photos, c'est tout. Une américaine et Agathe Gaillard qui a été évoquée tout à l'heure. Donc là, il y a eu une modification. Maintenant, moi, je regarde des jeunes photographes qui ne sont pas très très âgés, qui n'ont pas encore un grand cursus derrière eux. Ils ont déjà une feuille complète d'exposition. Donc ça, c'est pas problématique d'exposer. Ce qui est plus difficile, c'est de monter des projets intéressants. Alors effectivement, ceux qui ont vraiment le problème, c'est est-ce que l'on a quelque chose à dire c'est ça, ou est-ce qu'on n'a rien à dire? C'est ça le fond du à problème. montrer plutôt. Hein. Oui, mais quand on montre, c'est aussi qu'on a quelque chose à dire. Oui, mais il faut éviter de dire. Il vaut mieux montrer et que ça parle tout Oui, c'est seul. le problème fondamental de tous les artistes. Non Moi, par exemple, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le problème d'un photographe ou d'un artiste, c'est plutôt celui de montrer son travail que de créer son travail, Oui. d'avoir vraiment quelque chose dans les mains. Alors, moi, je pense, c'est sûr que pour un jeune, c'est plus difficile de se présenter dans une galerie. Mais si un jour il est vraiment convaincu d'avoir un bon travail, moi je pense qu'il n'a pas vraiment de difficultés. Si son travail il a vraiment du valeur, Oh je non, pense je que suis la pas galerie d'accord avec peut vous. se Vous savez, moi, reconnaître. j'ai travaillé à partir des années 80, à partir de 1980, j'ai travaillé à l'agence Rafo. Donc, on recevait en permanence des photographes, et c'est vrai que on intégrait à ce moment-là pas mal de photographes, quelquefois uniquement en diffusion, mais enfin, on prenait pas mal de photographes. C'était assez difficile de trouver un bon dossier pour prendre un photographe et avoir envie de le représenter. Quand je suis partie, il y a 4 ans maintenant, on recevait en permanence des dossiers fantastiques. Mais vraiment, et je vous assure que quelquefois, ça faisait mal au cœur de dire à un photographe, on ne peut pas vous prendre. Mais là, le problème, Simplement c'était le parce problème qu'on du vous nombre. servira Parce à que vous rien. avez, On vous servira à rien parce que on a déjà trop de photographes à l'intérieur de l'agence et pas assez de possibilités de diffusion. Voilà, alors là, le problème, c'est plutôt la capacité, qu'il y a trop de Il y a photographes qui trop. ont présenté. C'est un énorme problème, c'est que effectivement, mon père, quand il est arrivé dans la photographie, il y avait une poignée importante, hein, parce qu'ils n'étaient pas quand même isolés, mais enfin, ils étaient un groupe de photographes qui pouvaient quand même se connaître. Donc vers quel
Vers quelle année vous situez ça, donc votre père? Il a Bah, vraiment lui, il est commencé à arrivé- être professionnel? Il a été professionnel, il est devenu assistant de Vigneault dans les années 30. Hein. Donc voilà, à partir de ce moment, à partir de la grande mouvance humaniste d'ailleurs qui démarre et tout ça, bon, ben, c'est un groupe de gens, ils sont une cinquantaine. Ils étaient déjà plus. Plus que ça, Déjà plus, mais aujourd'hui, globalement, vous ne pouvez pas vous connaître entre vous, les Oui. photographes. Parce que le problème, c'est pas si vous ne pouvez pas accepter un photographe parce que vous en avez trop qui vous ont, Mais parce qu'on voit trop de choses formidables parce et qu'on que sait le qu'on va pas problème, les c'est vendre, qu'il qu'on est va pas vous aider, que tout seul, à la limite, vous vous débrouillerez mieux que dans une agence où on pourra pas présenter aux gens qu'on connaît assez de photographes en les défendant. Parce qu'il y a ça, hein, on ne défend bien une photographie que si on l'aime. Bien sûr. Et donc, il faut des gens de conviction hein, dans les Bien sûr. agences. Mais Pas est-ce que une espèce l'agence elle d'abattage. s'intéresse vraiment au travail du photographe Énormément, je vous ou plutôt assure. à sa qualité de technique, voilà. Non, pas du tout. Je vous assure que C'est un tout, je les pense, gens non qui travaillaient dans les agences que j'ai fréquentées étaient des gens absolument fondus de photographie comme les photographes, hein, et des gens qui vivaient absolument pour le milieu photographique. Donc il n'y avait pas de jugement hautain, si vous voulez, par rapport à la production des photographes. Pas du tout. On adorait ça. On avait très envie de défendre les photographes et il y avait même des luttes farouches entre certaines écoles de photographie et c'est bon. L'agence Vue et l'agence Rafo, c'était très différent. Et puis bon, mais on aimait énormément. On aime énormément ces photographes-là. Ce qui est terrible, c'est que effectivement aujourd'hui, on a beaucoup de mal à leur proposer des alternatives intéressantes pour eux dans le travail. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'éditions photographiques ou alors réservées. Moi, ça ne m'est pas difficile de monter un livre de photos de mon père. J'arrive à trouver les bons éditeurs, enfin, même s'il faut énormément travailler quand même. Hein. Mais j'arrive, l'année dernière, on a réussi à sortir un très gros livre, vraiment difficile à monter. On a trouvé Flammarion, ça s'est extrêmement bien passé. Mais les jeunes photographes que je défends, je peux vous dire que je passe 3 fois plus de temps pour arriver à monter un livre 4 fois plus petit. Parce qu'il y a très peu d'éditeurs photographiques aujourd'hui. Mais est-ce que, comme pour la peinture, la sculpture et la gravure, qui sont des arts plus anciens, est-ce que c'est parce que, là vous parlez de la France, ou vous parlez, votre agence, elle travaillait sur le territoire national ou dans d'autres pays? Oh non, l'international, pareil. Et donc Il y c'était a possible de bloquer l'international? On est noyé dans les images. Il faut regarder Là, les c'est choses comme un elles autre sont. problème alors. On est écrasé sous la production d'images. Alors elle est souvent excellente. Hein. peut-être on pourrait avoir l'avis d'Arnaud et il pourrait nous faire part de son expérience de photographe. Ce que je vais faire, je vais pas donner la parole aux plus jeunes des photographes. Ils représentent pour moi un petit peu les étudiants justement qui aiment la photo, qui aimeraient se lancer la photo, qui sont pas encore comme Pasquale, nés comme Monsieur. Vous voyez, donc j'essaie d'avoir justement un petit ordre chronologique pour avoir une petite vision donc de l'univers de la photo hein, d'hier et d'aujourd'hui. Donc là, Romain, c'est Romain Simonet, donc vous avez appuyé sur le... Je suis étudiant à Paris 8 en cinéma. En cinéma. J'ai commencé à faire de la photo qu'en 97 avec un appareil qui était à ma sœur qui s'était acheté un appareil photo et en fait je crois que c'était un message qu'elle m'avait laissé puisque enfant je jouais avec des appareils photo qu'on trouvait qu'avaient des flashs jetables, c'était spécialement désigné pour les enfants. Ouais, et ça m'amusait parce que ça avait un côté jeu d'espion, ce genre de choses. Alors je faisais des mises en scène sur des jouets, enfin bon, bref. Donc on va montrer là des exemples. Je me suis remis à la photo ouais. finalement. Parce que j'avais envie j'osais pas écrire, j'avais envie de faire des images et tout simplement parce que je voulais travailler sur le principe du cadre pour m'entraîner à filmer plus tard ou en tout cas pour voir ce qu'un peu de moi-même donnerait sur une image par rapport à mon rapport au cinéma, à la photo, à l'art en général. Et au fur et à mesure, j'ai un peu croisé d'autres photographes qui étaient également étudiants, qui avaient des pratiques plus ou moins sérieuses et toutes très personnelles. Et j'ai commencé avec l'argentique. Et je supportais pas l'idée de numérique, mais c'était purement culturel. Je me disais que le numérique avait rien à apporter, etc. Donc j'ai fait plusieurs photos sur Paris, sur des voyages, sur ces choses-là. Et je me suis mis à l'argentique avec un appareil destiné au tourisme en fait. Et ça m'a permis de faire beaucoup plus de photos. Là, je n'en faisais pas non plus énormément, mais je sais
je faisais deux fois 24 toutes les semaines, ce qui était beaucoup plus pour moi que ce que je faisais en argentique. Et donc je suis très touché d'être ici et que tout le monde parle de Douaneau parce que c'est quelque chose que j'ai découvert très tôt, Douaneau, et qui me paraît un souvenir d'autant plus précieux que finalement j'étais pas, comme le disait Madame, j'étais pas dans une optique de devenir photographe pour être photographe, être un héros dont les images noieraient une certaine partie de la population, ce qui je crois correspondait pas du tout à Monsieur Douaneau. Et j'avais un peu cette appréhension-là vis-à-vis de la photo, du photojournalisme, toutes ces choses-là. Et en même temps, j'idéalisais beaucoup le principe du journaliste qui partait faire des photos en temps de guerre. Mais je crois que ça correspondait à une autre époque. Alors moi, je voyais l'avenir comme, pour parler des origines de mon envie de faire des photos, je voyais l'avenir comme on le proposait aux gens de ma génération. Et donc quand je vois aujourd'hui, moi qui suis oncle, quand je vois mes neveux, nièces qui s'amusent tous à faire des photos, je me dis bah, c'est formidable. Et c'est vrai qu'ils font de très bonnes photos et moi ça m'amuse beaucoup. Et ça, vous aimez bien faire, la Romain, c'est des juxtapositions. C'est des juxtapositions, voilà. oui. Alors le principe. Excusez-nous parce qu'en fait c'est un DVD, ça. Oui, c'est un DVD, donc il n'y a pas une très bonne diaporama. qualité, et puis c'est dur de faire un diaporama. Oui. Vous voyez, les nouvelles technologies ont leurs limites. Hein. Alors là, le principe, c'est qu'il y a une photo argentique scannée, pas forcément très bien, et puis une photo numérique faite avec mon appareil tourisme. C'est pas une démarche. Si j'avais du meilleur matériel, je m'en servirais. Et donc le truc, c'était une photo noir et blanc, une photo couleur, une jour, une nuit, sur les procédés, la façon dont s'imprime la lumière sur une image. Bon, évidemment, en faisant abstraction du problème du papier, de celui de l'écran, des données, de la pellicule, enfin la chimie ou l'électrique finalement. Et voilà, bon, le travail consiste en ça. C'est une petite série que j'ai faite, mais c'est pas le centre de mon travail. Disons que c'est d'ailleurs qu'un travail plus comme de prise de notes du quotidien ou de choses qui m'amusent, que j'ai envie de revoir. Je retourne souvent dans les mêmes lieux. Je fais aussi des photos de manifestations. Mais là, c'est plus pour garder un souvenir par rapport à une pratique de l'écriture que j'ai. Et là, on voit pas grand-chose. Oui. C'est pas grave. Et voilà. Mais je suis beaucoup intéressé par la photographie. Ce que je pourrais vous en dire maintenant, vous avez dit c'est très facile de se faire exposer. Moi, soit je suis un peu feignant, ce qui n'est pas impossible, soit j'ai beaucoup de mal à me faire exposer. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'étendre d'habitude sur ce que je fais, où je le fais très, très sereinement. Donc je manque un peu de l'emportement qui caractérise pas mal de gens, de jeunes qui font de la photo, qui le font parce qu'ils sont passionnés, ils sont capables de partir à l'étranger, faire des projets humanitaires ou ce genre de choses, faire des recherches qui montrent un point de vue. Mais malheureusement, j'ai un engagement qui répond plus d'une image préparée de ces choses-là, ce que je pratique pas. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de capter quelque chose qui me plaît, qui m'amuse. Là, ce sont des travaux non pas de surexposition, mais de surimpression. Ça passe par un ordinateur. Et vous aimeriez exposer en fait, mais parce que vous c'est plutôt le cinéma en fait. C'est plutôt le cinéma, voilà. Oui, mais vous voyez, c'est ce que disait Madame, c'est-à-dire qu'il y a ce que vous disiez en fait, il y a une grande, beaucoup toute une génération, il y a beaucoup. C'est ça, oui, même oui, tout le monde maintenant fait. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est la grande différence. C'est qu'effectivement, la photo est partout. Vous dites, mes neveux font des photos qui sont excellentes. L'œil est aussi... Enfin, je pense que notre œil a beaucoup bougé. Hein, on est nourri d'images, on a une idée du cadrage, enfin, qui n'existait pas pour la génération de nos parents, ou alors pour ceux qui s'en faisaient les spécialistes. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'image est partout et qu'on a même s'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas d'enseignement de la photographie à l'école, malgré tout, on a une espèce d'enseignement du terrain de la photographie parce qu'on en voit tout le temps. C'est une des très très grandes différences, absolument, effectivement. Ouais, je suis d'accord avec vous. Merci Romain Simonet. Donc je vais donner la parole parce qu'ils sont vraiment en minorité ce soir. Mais Madame Jordieu, comment est-ce que vous faites de la photo pour faire vos tableaux? Est-ce que vous faites de la photo ou est-ce que vous avez parce qu'il y a certains artistes. Oui. Il y a certains artistes font une préparation photo avant. D'après photo, bon, moi je suis assez, je dirais, c'est terrible à dire, mais contre ça. C'est-à-dire que je crois que le peintre doit d'abord, par exemple, moi qui adore faire les paysages, se placer devant le paysage, s'imprégner de tout ce qui l'entoure, et ensuite faire des croquis et peindre d'après ces croquis. Et ce travail-là peut mettre un mois ou deux, ou on ne sait pas.
Et le rapport avec la photo, là, on ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que je pense, en ce qui me concerne, que de prendre une photo et que de travailler le paysage en question avec cette photo enlève toute la sensibilité, en fait, que le peintre pourrait avoir, puisque cette sensibilité, elle se fait et elle se travaille tout au long de la toile, dans son atelier, et que ça soit pour un paysage ou une nature morte, il faut tellement s'imprégner de ce que l'on regarde et s'investir à l'intérieur de tout ça, que c'est pas quelque chose d'instantané, en fait, qui va nous apporter justement ce qu'il y aura de bon ou de sensible dans la peinture, dans la toile. Mais je parle en tant que peintre, c'est-à-dire que la photo, moi je n'y connais pas grand-chose, je vous entends parler beaucoup de techniques, de choses comme ça, et moi ce qui m'intéresse en photo, c'est aussi justement cette espèce de chose qui se passe quand un photographe comme Monsieur Doisneau, qui prenait ses photos de rue ou de personnages, justement, cette sensibilité, il devait l'avoir aussi. Il devait se passer quelque chose d'assez incroyable en lui. Et je pense que ça soit un sculpteur, un peintre ou un photographe, c'est ce qui compte avant tout. Voilà. Ça, vous avez complètement raison. Mais néanmoins, il y a une vision un petit peu angélique des photographes. Ouais. Et donc, quand on raconte le personnage, Doisneau, etc., Oui. ça fait toujours hurler de rire. Oui. Parce que, certes, il prenait des photos de rue, mais c'était pas du tout un promeneur qui se baladait le nez au vent. C'était un travailleur de force. Oui. Je veux dire, cette espèce de plaque sensible qu'il était devenu, Oui. c'était à force d'un travail, mais absolument inimaginable. C'était quelqu'un, la génération d'ailleurs de mon père, que ce soit Henri Cartier-Bresson, Willy Ronis, mon père, je ne les ai jamais vus sans un appareil à la main. Enfin, pas Henri les dernières années, puisqu'il avait abandonné la photographie au profit du dessin. Mais sinon, c'était des gens qui avaient leur appareil, ils se levaient avec, ils se couchaient avec. Quand on montait en voiture, ma mère disait toujours, il regarde jamais si ses filles sont dans la voiture, mais il regarde toujours si il y a son sac à photo. Voilà. C'est ça, hein. C'est tout C'est à fait commun. ça. C'est ce qu'ils ont de commun avec les vrais peintres et les vrais Disons sculpteurs. que les peintres, C'est les tout le temps. sculpteurs, c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il Et y a les d'abord tireurs et aussi, avant je pense, tout, la même chose, énormément de travail. Quand on a Voilà. Avant même de penser à exposer, de trouver une galerie, de faire ceci ou de faire cela, il y a un tel travail Voilà, bien entendu. de recherche, de continuité et de quête, hein, ce que disait Madame Ouais. Cormery tout à l'heure, c'est-à-dire que cette recherche de quête de on ne sait quoi, mais qui fait que sans travail et sans recherche et sans rencontre aussi, parce que la rencontre avec des gens, des personnages qui vont obligatoirement Bien sûr. nous amener quelque chose, c'est ça qui fait, je pense, l'art en général. Voilà. Je suis d'accord. C'est tout ce que C'est j'avais, effectivement à le dire. tronc commun de tous les gens Voilà, qui c'est là où on se retrouve en fait. qui sont dans la recherche artistique. Tout à fait. Et l'autre jour, j'allais au Jeu de Paume. Là, en ce moment, il y a une très très belle exposition de Cindy Sherman. Cindy Sherman, dont on parle toujours dans la presse, ça m'agace beaucoup. On cite toujours la valeur marchande des tirages de Cindy Sherman, le plus cher du monde, etc. Moi, j'ai surtout vu une femme qui travaille depuis 30 ans dans une obsession de l'autoportrait, de l'autofiction, de ça, et qui a, en 30 ans, constitué une œuvre considérable. Mais bon, que la valeur du marché se soit emparée de ces tirages, tant mieux pour elle, c'est très très bien ça, mais c'est pas la chose la plus intéressante. Et faire rêver des jeunes photographes à une espèce de travail de consommation rapide comme ça de la Voilà. photo, c'est un leurre absolu. Tout à fait. Ça, Hein? je pense que c'est C'est à bon l'heure aussi absolue, les pour grands la photographes. peinture et la sculpture. Et je pense que c'est la même chose, oui, pour Oui, les peintres. exactement. Pardon. Il y a quand même une très très grande différence, me semble-t-il, c'est que des peintres, des sculpteurs, des musiciens arrivent à maturité après une période relativement longue, sauf quelques très rares exceptions. À la différence de photographes, je crois que quand on est un bon photographe, on fait presque immédiatement de très bonnes photographes. Et de très bonnes photographies, le problème c'est de faire de très bonnes photographies pendant 40 ans, 50 Exact, ans. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est le problème, c'est la durée. Ah oui, mais c'est pareil pour les C'est peintres et les pareil pour sculpteurs. C'est la même Oui, chose. mais il y a quand même... pardon, Ah non, le oui, chef-d'œuvre, il est rare, et il faut beaucoup Oui. travailler. Ou comme vous dites, ça peut arriver. oui, Monsieur qui est un excellent peintre, qui est ici aussi, il pourra. Je pense que. Non, mais un Ouais. photographe, par Ça contre, peut arriver, il vous peut dites immédiatement faire une très bonne photo. très Oui, bonne mais photo. une.
Mais Comme un peintre peut faire un bon tableau et après faire beaucoup de mauvais, et il fera du temps pour... C'est pour moi, je trouve que C'est la ça. photographie est plus facile que la sculpture ou la peinture. Parce que n'importe qui, déclencher- effectivement, Voilà. peut en faire. C'est assez Simplement, facile. être Mais un une, photographe, c'est une, non. c'est pas... N'importe qui ne peut pas l'être. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est vrai qu'on peut immédiatement faire une bonne photo, mais c'est vrai qu'il a une façon d'entraîner les regards. Et ça s'acquiert dans beaucoup de temps. Quand tout à l'heure, M. Audi il a dit qu'il a un peu abandonné l'idée et l'espoir de devenir photographe, je me suis dit, mais c'est dommage, parce que c'est quelque chose qui n'apparaît pas tout de suite, en fait, moi je pense, le talent en photographie. Tu peux bien savoir s'il y a quelqu'un qui est capable ou pas capable du tout, c'est sûr. Ça se voit tout de suite, mais il y a des choses qui s'acquièrent avec le temps. La façon de regarder, la façon d'apercevoir la lumière. Et après, ça devient une maladie. Hein. Quand tout à Oui, l'heure on a dit... c'est un c'est virus, vrai. bien sûr. Parce que quand tout à l'heure on a dit qu'il a une façon de regarder qui est différente des autres personnes, ça veut dire que le photographe, le peintre, il ne regarde plus la réalité en tant que réalité. Il regarde la réalité en tant qu'image. Et ça, après, ça te donne beaucoup de soucis. Parce que tu n'es plus comme les autres dans la réalité. Tu es dans une image. Mais pour acquérir cette capacité, il faut du temps. C'est pas une chose immédiate, moi, je pense. Mais d'ailleurs, vous disiez, même Pasquale, et c'était intéressant, je vais m'excuser, je vous ai interrompu, vous disiez que lorsque vous faites une photo, ça doit dépendre, vous êtes spécialiste, donc vous direz, vous dites que vous prenez beaucoup de temps. Oui, en fait, Pour faire une photo. j'aime pas parler de mon travail, mais, Alors, dans mais ce vous, moment, vous m'avez personnellement demandé, déjà. Donc déjà, vous êtes dans un rapport qui il y a n'est pas un le moment, clic-clac, en fait, qui est le... il y a un moment où je prends mes photos qui dure à peu près 20 minutes dans la journée. Et j'ai découvert cette façon de faire des photos après des millions de clichés que j'ai pris, où la photo ne sortait pas bien. Et après, je me suis rendu compte que c'était vraiment un seul moment où je pouvais prendre cette photo, Oui, vous êtes connu- que vous êtes- l'exposition, ouais. ça changeait tous les jours par rapport aussi à la saison, parce que dans chaque saison, on a une lumière différente à un certain heure, qui ça change, voilà, chaque jour. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut acquérir seulement avec l'expérience. Oui, vous avez appris à vous Et le travail connaître et à intérieur. connaître ce vers quoi vous Mais tournez. c'est sûr, moi, si je dois penser à mon travail, tout à l'heure, il y a une personne qui m'a dit que le photographe, c'est un peintre raté. Brassat, il a dit. C'est Brassat qui a dit moi, ça. Il a dit, je voulais être aussi, peintre. sur ça, je ne suis pas tout à Je fait voulais être d'accord. peintre, Parce que c'est pas arrivé, des fois, il a dit, des hein. fois, pour moi, ça a Il est été dans plus un film, facile oui. de faire un petit dessin de ce qui était avant moi que de prendre une photo. Quand je prends une photo, des fois, je fais des expositions d'un quart d'heure. Après, je dois rentrer, développer mes négatifs. Après, je développe mes négatifs et je dois faire le tirage. C'est un travail énorme. Avant de regarder les résultats, ça passe des jours. Il passe des jours. C'est ce qui était valable à l'époque de Doisneau. Hein. Il faisait des reportages et il rentrait à la maison, il se développait, il tirait lui-même. Mais ça, des sont des photos. passionnés. Là qu'on voit que les grands, ils ont toujours cette passion en eux. Quoi. Donc, Ce qu'il y a, ce que je reproche un petit peu dans les jeunes photographes, c'est toujours tout de suite parler d'exposition. Voilà, C'est ce qu'on voilà, disait. voilà. Ça, moi, Voilà. j'en vois beaucoup parce qu'un laboratoire comme ouais. Publimode, c'est un nid de photographes. Ouais. On a vu des photographes qui n'étaient pas connus, comment l'être au bout d'un moment. Mais c'est tout de suite, exposition ou livre, Voilà. mais surtout exposition. Et je trouve quand même que vous ayez un travail personnel, mais il faut, je ne sais pas de quoi vous vivez, mais il faut faire de l'alimentaire. Et c'est ce qui arrive. J'en connais des photographes qui font de l'alimentaire, qui font des petits reportages sans importance dans des agences, mais à côté, continuer à travailler, mais tout de suite, exposition. Oui, mais c'est ça pas ne fait le- pas forcément vivre un, Non, un photographe. je suis tout à fait d'accord. Oui, mais c'est pour c'est ça. C'est Non. sûr. Ni un livre. C'est sûr. Non, c'est pour c'est-à-dire ça que je vous ai la dit que nouvelle moi, j'aime génération, pas du la tout nouvelle le- génération, c'est-à-dire que ce que vous évoquez, c'est que la nouvelle génération est elle-même esclave de la société dans laquelle elle est. Et la société dans laquelle elle est née lui dit ce qui compte, c'est la notoriété, c'est être connu, c'est avoir de l'argent. Et donc, c'est très mauvais. Enfin, je pense que c'est un très mauvais chemin. Mais il y en Parce a qu'en qui- effet, ce qu'il faut d'abord, c'est d'abord savoir Voilà, ce un pourquoi on parcours est à fait, le présenter, faire ouais. bien, et Je suis puis tout à fait d'accord. et ça viendra. Parce que de toute façon, Oui, mais ils veulent tout de suite. oui, mais, ils mais doivent être écoutez, déçus, je vais vous il y en dire, a moi, ça beaucoup qui fait sont 20 ans que je suis dans ce domaine précis, et c'est très drôle, parce qu'en 20 ans, j'ai vu le changement. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, j'avais des personnes qui venaient me voir avec ce qu'on dit dans notre jargon, un œuvre. Vous savez, c'est-à-dire une œuvre considérable, qui me disait, voilà, bien modestement, est-ce que éventuellement vous pourriez m'exposer vraiment
et des gens extrêmement intéressants. J'ai vu ça dans la peinture, de la sculpture, même de la reliure d'art. Hein, bon. Et à partir on va dire, de 92, j'avais des gens qui venaient me voir en me disant, écoutez, je n'ai rien fait, mais est-ce que je suis artiste? Est-ce que vous pourriez m'exposer? Ou est-ce que vous pourriez me sponsoriser? Et c'était pas de leur faute, c'est qu'ils étaient justement, ils subissaient les enseignements, ce qu'ils voyaient à la télévision, et on assiste vraiment à ce phénomène-là. Et c'est intéressant quand vous dites, par exemple, vous êtes envahi par plein de dossiers. Heureusement, il y en a plein de bons. S'il y en a plein de bons, tant mieux. Mais en peinture, en sculpture, je ne dirais pas la même chose. Mais en fait, moi, je pense que le problème, c'est la formation. Dans le moment où tu fais une école d'art qui te donne une formation de photographe, par exemple, ou de sculpteur ou de peintre, quand tu termines l'école, tu as l'impression que tu dois vivre tout de suite de ton travail. Ça veut dire que le temps que tu as consacré à l'école dans ton métier, tu dois le rendre, et même la famille pousse à ça, malheureusement. Effective. La famille, malheureusement, souvent dit, il faut gagner de l'argent. Quand ta formation, tu l'as fait dans une autre façon, tu te poses pas les problèmes que ce que tu as fait, ça doit être tout de suite, ça doit te faire gagner de l'argent. Rentable, doit être rentable. Rentable, voilà. Tout à fait, ouais. Bon, ça, c'est... Je peux poser une petite question à Géraldine Paulet, parce que Géraldine Paulet est sculpteur, mais elle a voyagé en Birmanie. Et est-ce que pour la sculpture, vous utilisez la photo, ou est-ce que vous avez fait de la photo au cours de vos voyages, ou est-ce que ça vous a tenté à un moment? Disons que si je photographie, c'est pas pour mon travail de sculpture, c'est pour moi, c'est pour enregistrer des images, mais j'ai vraiment aucune prétention là, en tant que pseudo-photographe. Non, mais par contre, effectivement, je suis comme vous et je pense comme un peu tout artiste, je passe beaucoup de temps à regarder tout le temps et c'est vrai que parfois on est dans une autre réalité parce qu'on n'est pas, on a un œil qui travaille tout le temps. Donc peut-être que dans ce sens-là, on photographie dans la tête en permanence. Oui. Mais sinon, non, je ne me sers pas du tout de photographie dans mon travail de sculpture. Merci Géraldine. Et donc vous m'aviez parlé à un moment donné du problème de la pérennité, de la conservation des œuvres d'art. Alors, il y a un problème, une fois que l'œuvre est constituée, oui. Voilà. On va faire un bond. Voilà, un grand bond. Et il y a effectivement le problème de la conservation et le problème de la diffusion et du fait de garder une œuvre vivante. Alors là encore, il y a eu pendant longtemps des intermédiaires qui étaient souvent des agences ou des organisations qui faisaient que un photographe pouvait diffuser son travail à peu près seul, en s'en occupant tout seul. Et puis ensuite, on a rêvé pendant un moment à la constitution d'une mission du patrimoine, qui serait une institution, une émanation du ministère de la Culture, qui a existé, qui a été confiée pendant des années à un monsieur qui s'appelait monsieur Bonhomme, et qui a récolté 16, je crois, collections photographiques, une quinzaine de collections photographiques de très grande importance, dont Kertész, Willy Ronis post-mortem, Denis Colomb, enfin des collections photographiques de toute beauté. Et ces collections étaient donc conservées et devaient pouvoir rayonner à l'étranger aussi sous forme d'expositions managées par la mission du patrimoine. Et puis, il y a maintenant 4 ans, il y a 3 ans, une décision que nous estimons être extrêmement malheureuse a dissous cette mission du patrimoine. Et je vais laisser la parole à Françoise, qui connaît beaucoup mieux le dossier que moi. Et aujourd'hui, on a les plus grandes inquiétudes en ce qui concerne le patrimoine photographique en France. Alors, je le répète, donc Françoise Desnoyelles, qui est non seulement enseignante, mais aussi présidente de l'Association de défense des intérêts des donateurs ayant droit de l'ex-patrimoine photographique. Alors, vous pouvez nous expliquer l'association, le patrimoine photographique? Oui, alors comme Francine de Roudil l'a bien expliqué, les collections de photographie ont une spécificité, c'est-à-dire que
il y a à la fois des négatifs, c'est-à-dire des images en devenir, et puis des positifs. Généralement, peu de positifs. Disons jusqu'aux années 80, c'était essentiellement la Bibliothèque nationale et toutes sortes d'institutions qui ne gardaient que des positifs. Dans les années 80, à la fin même des années 70, se posait le problème de photographes qui avaient commencé leur carrière dans les années 30, qui étaient des photographes majeurs. Et la France a eu cette idée généreuse, intelligente et superbe de constituer une structure qui répondait parfaitement à la spécificité de la photographie qui, comme Francine l'a dit, est quelque chose de vivant. Dans des toiles, des sculptures, elles sont peu nombreuses, vous les mettez dans un musée et les gens les regardent. Il n'y a pas une véritable diffusion. En revanche, des photographies, ce sont des choses qui vivent, c'est-à-dire qui doivent être publiées dans la presse, dans l'édition. Et le patrimoine photographique avait une triple mission, il conservait et il diffusait à la fois d'un point de vue commercial et montait des grandes expositions. Cette structure a malheureusement été considérée comme n'étant plus opérationnelle. Et maintenant, 3 structures différentes, ou 2 selon pour l'instant, mais 3 à venir, ont maintenant en charge soit la conservation, soit la diffusion culturelle, soit la diffusion commerciale. Et naturellement, on comprend bien que les œuvres photographiques, on en a eu une très belle démonstration. Ce n'est pas qu'une reproduction, c'est véritablement une œuvre qui ne doit pas être recadrée, qui doit être tirée suivant des normes. Et il n'y a plus de structure véritablement pour répondre à cette demande et une grande inquiétude naturellement à la fois des ayants droit, inquiétude essentiellement quant à la conservation. Le ministère dit que tout va très bien, mais il n'a pas dit nous avons convoqué un expert qui peut vous dire que tout va bien. Seuls des experts peuvent dire que tout va bien. Or, il y a quand même 3 rapports qui disent que tout ne va pas très bien. Est-ce que vous pourriez dire quels sont ces rapports, les noms des rapports? Eh bien, il y a eu un rapport qui a été fait à la demande de l'ancien directeur de patrimoine. Il y a eu ensuite par un monsieur qui s'appelait Gabriel Lopez. Et puis ensuite, un rapport qui a été fait à la demande de Régis Durand par, il y a à peu près un an et demi, moins de 2 ans, qui a été fait par Michel Friseau, dont on ne peut contester la compétence. Et puis enfin, une note qui a été faite à la demande toujours du ministère par Bertrand Lavédrine, qui est un des grands spécialistes de la conservation, puisqu'il dirige un laboratoire du CNRS dédié à la conservation, non pas uniquement de la photo, mais entre autres de la photographie. Et cette note commençait par « les photographies ne sont pas conservées dans des conditions muséales ». Donc, on voit bien qu'il y a problème, quoi qu'on en dise. Et je crois que le problème est d'autant plus important que face à cette difficulté, il y a quand même beaucoup de... Moi, en tant qu'historienne, je rencontre des photographes ou même des ayants droit maintenant, qui ont des collections, donc ils se disent « mais que vais-je faire de la collection ?» Que je n'ai pas du tout envie que Corbis la récupère, et que vais-je faire de la collection ? Donc là, s'il n'y a pas véritablement une volonté très opérationnelle du ministère, on voit bien la réticence. De toute façon, ils n'ont plus véritablement un interlocuteur fiable. C'est-à-dire quelqu'un qui connaisse la photographie et avec qui ils puissent parler. Il y a un spécialiste de la conservation, il y a un spécialiste de la diffusion, il y a un spécialiste... Donc, un ayant droit ne va pas s'adresser à 3 personnes différentes. Ça tombe sous le sens. Alors, donc, vous, le souhait de votre association, si vous étiez au ministère de la Culture, on va dire, vous êtes nommé, en 97-98,
Oui. Qu'est-ce que vous faites alors? Ben, déjà, je rapatrie la majorité. 2007, pardon, excusez-moi, Oui. là je suis vraiment Je, en retard. je rapatrie quand même les photographies de Kertész, les images de Kertész. Le fond de Kertész est au fort de dans un fort à Saint-Cyr. Hein, je pense que ça n'exige pas une place, une superficie, un volume tel qu'on ne puisse pas le rapatrier. Je permets que ça soit véritablement accessible aux chercheurs, ce qui est maintenant très compliqué. Oui. Très compliqué. Je me mets dans des conditions de conservation muséale, parce que les négatifs, ça prend pas des volumes, c'est pas, les négatifs font pas 12 mètres sur 4, hein. Les négatifs, c'est quand même pas énorme. Il y a que ce qui concerne l'histoire du cinéma. Je vous signale quand même que toute l'histoire la photographie de cinéma est en grande déperdition. Hein, beaucoup ne seront jamais récupérables. C'est Sam Levin, c'est des gens, des photos, c'est Corbeau, tous ces gens-là, et les photographies, les négatifs ont de très gros problèmes. Et c'est juste ce que vous dites, parce que je faisais une recherche sur un marchand qui s'appelait Ambroise Vollard, qui avait une grande collection de photos. Et j'avais donc obtenu les autorisations par le directeur la directrice du musée d'Orsay. Et en fait, ce sont les conservateurs qui ensuite disaient à chaque fois non, les photos ne sont pas disponibles, parce qu'ils les gardent aussi pour leur propre usage, et ils ne veulent pas que les chercheurs y aient accès. Et j'ai essayé maintes fois, j'ai jamais pu les voir. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est oui, mais les chercheurs, oui. Ils ont besoin de travailler dessus aussi. Là, il faut quand même aller au fort de Saint-Cyr. C'est pas. Ah oui, donc alors qu'est-ce qu'il y a au fort de Saint-Cyr alors? Eh bien, au fort de Saint-Cyr, tous les négatifs sont maintenant au fort de Saint-Cyr. Il n'y a pas véritablement un lieu pour accueillir des chercheurs. Bon, si vous êtes chercheur, on va vous accueillir, mais c'est quand même pas équipé pour. C'est pas équipé pour. Et puis, je pense que on voit bien que Kertész, qui est dans qui a été acquis, enfin, Kertész a donné tous ces négatifs à l'État français. Oui. On voit bien que l'État français n'a pas valorisé cette collection. Enfin, il y a des mille et mille choses. Michel Friso insistait très fortement sur ce problème. Mais c'est un problème assez général, je dirais. C'est très bien que vous l'évoquiez pour les photographes. On a le même problème pour les peintres, les sculpteurs qui ont des œuvres considérables. Alors, il y a les systèmes qui ne trouvent pas, bien sûr, de support. Il y a le système de la fondation. Écoutez, monter une fondation en France, ça coûte très cher. Oui, je sais. Il faut, si on veut faire une fondation personnelle autour d'un artiste, c'est un sacerdoce. Hein, c'est extrêmement difficile. Très lourd. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose que toutes les familles d'artistes peuvent réaliser. Dieu merci, Martine Franck a réussi à monter cette fondation Henri Cartier-Bresson qui fonctionne très bien et qui permet la visibilité d'autres photographes, puisque l'idée d'Henri Cartier-Bresson était de présenter les œuvres d'autres photographes, bien sûr, dans sa fondation. Mais c'est un cas unique, et c'est parce que l'histoire d'Henri Cartier-Bresson est une histoire absolument unique. Pour ce qui concerne mon père, par exemple, alors que c'est une œuvre qu'on continue à exploiter, dirais-je, d'une façon très efficace, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est rentabilisée. L'atelier Robert Doisneau, que nous avons fondé avec ma sœur, permet qu'il y ait une économie qui fonctionne d'une façon à peu près raisonnable. Mais on serait bien incapable, l'une et l'autre, de pouvoir monter une fondation en l'état actuel des choses. Et pour nous, se passe exactement le problème de la succession. On a des enfants, mais qui ont des métiers tout à fait différents. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer après nous quand on n'aura plus l'énergie de faire fonctionner cet atelier? Et encore heureusement que ma sœur et moi, on était toutes les deux dans les métiers de la photographie. Donc on navigue dans notre milieu, on sait faire, on connaît les gens, on peut arriver à monter des livres, des expos, continuer à faire vivre tout ça. Sinon, on n'entendrait plus parler de Robert Doisneau. Il y aurait des incunables, des livres anciens qui continueraient à circuler comme ça entre collectionneurs, pointe à la ligne, c'est tout. Ouais. Donc c'est un problème absolument énorme en ce moment. En plus de ça, je pense que quand même, ce sont des métiers de passion.
Je crois que tous les gens qui vont faire de la photographie, les gens qui choisissent d'être tireurs, c'est en général des gens d'ailleurs qui avaient la vocation de la photographie au départ. Les gens que j'ai connus travaillant dans les agences sont des gens qui adorent la photographie. Je veux dire, ce sont des métiers vraiment de passion. Mais il y a différentes sortes de photographie et chacun y va de sa passion pour un style d'image. Bon. Et je pense que c'était quand même une très mauvaise action de donner le patrimoine à ce qui était à l'époque la préfiguration du jeu de paume. Parce que les gens qui travaillaient au jeu de paume travaillaient avec une foi que je ne conteste pas du tout, mais dans l'ultra contemporain, ce qui est une photographie extrêmement passionnante aussi, hein, mais qui est tout à fait différente de l'idée du patrimoine photographique. Et donc, bien entendu, ne partageait pas la même passion que d'autres pouvaient avoir pour le patrimoine photographique. Donc, bien entendu, l'ultra-contemporain a été favorisé par rapport au patrimoine. Donc je pense qu'il faut que chacun reprenne ses billes, il faut recréer des structures différentes, il faut qu'il y ait un conservateur passionné de patrimoine photographique qui prenne la direction d'une mission du patrimoine qui prendra n'importe quel nom, mais il faut que les structures reviennent entre les mains de gens qui en ont quelque chose à faire. Ah, oui. mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça rejoint, alors dans les autres domaines que l'on traite, c'est exactement les mêmes problèmes. Ce sont exactement les mêmes questions, sont exactement les mêmes réactions. Vous voyez ? Donc c'est assez intéressant de voir que globalement, dans tous les arts, hein, on a un peu ce... Quand je parle d'art, je qualifie de solitaire, hein, c'est pas les arts de la scène, ni les arts du cinéma, qui sont d'autres, qui répondent à d'autres choses. Hein, sont des industries avec des équipes, etc. C'est quand même différent. Par contre, Bernard Bois aurait bien voulu intervenir, en effet, sur un artiste qu'il aime beaucoup. Voilà, oui, je voulais poser une question à Madame de Noyelles. Nous avions évoqué lors de notre rendez-vous avec Francine de Roudy l'excellent photographe et comédien qui était un des 4 barbus, mais qui était connu aussi comme photographe, Pierre Jamet. Je l'ai bien connu, il a fait des photos de moi très jeune, je l'ai connu à 4 ans. Il est mort maintenant il y a 5 ans à peu près, assez âgé, trop tôt malheureusement. Et bon, je ne connais pas, sa femme était très malade à la fin de sa vie. Il est décédé avant elle, et je sais qu'il a une fille, mais je ne sais pas ce que sont devenus tous ces clichés sur le Front populaire, sur 36. On a évoqué récemment, on m'a dit à la radio, le nom de Pierre Jamet, parce qu'on parle de l'anniversaire du Front populaire. Il a les premiers congés payés, enfin, il a fait des photos extraordinaires, il subsiste quelques petites plaquettes de Lyon, mais il n'y a pas d'ouvrage majeur comme les livres Sodwano. Alors je ne sais pas si vous connaissez Pierre Jamet, si vous avez quelques remontées de son œuvre. Alors j'ai connu personnellement Pierre Jamet il y a à peu près une vingtaine d'années, puis je l'ai perdu de vue. Je viens de travailler sur un livre qui s'intitule « Le Front populaire vu par les grands photographes ». Et donc, j'ai cherché effectivement des photos de Pierre Jamet parce que je sais qu'il avait beaucoup travaillé sur les auberges de jeunesse, sur la jeunesse qui partait un peu cette ruée vers l'eau. Et je n'ai pas trouvé trace de Pierre Jamet. Et c'est ça le problème, hein, c'est que on a des œuvres là qui sont en totale déperdition. Ce que dit Mme Desroudy, c'est aussi une question de réseau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des amoureux de cet art, par exemple les enfants ou des ayants droit qui travaillent aussi sur l'œuvre proprement dite, elle disparaît. Ça, on a ces phénomènes dans tous les arts. Hein. Enfin, Pierre Jamet habitait rue de l'Eure dans le 14e. Je sais qu'il a une fille qui travaillait il y a 5 ans au CNRS, mais je ne connaissais pas son nom de femme mariée. Donc malheureusement, j'ai perdu. Alors j'ai fait une annonce à la radio récemment, j'avais invité Pascal Calonne pour une émission où on a parlé du juge de ce soir, et j'ai lancé un appel à la radio pour demander si des gens pouvaient me renvoyer. Alors on m'a donné un numéro de téléphone, mais ça ne m'a pas rappelé. Mais c'est vrai que j'aimerais que ça ne se perde pas, que ça ne s'égare pas, quoi. En tout cas, en ce qui concerne la photographie, il y a une autre problématique, c'est que même pour des photographes reconnus, il y a 2 solutions. Soit on estime qu'un photographe, son œuvre, c'est l'ensemble de sa production,
soit on estime qu'il y a dans sa production 200 à 300 chefs-d'œuvre et qu'il n'y a que cela qui est intéressant. Et c'est un peu une vision soit muséale de la photographie, soit une vision qui est totalement différente. Et la disparition du patrimoine photographique fait que maintenant, on achète par appartement, c'est-à-dire que en ce qui concerne Jahan, Beaubourg a dit le reportage sur Dôme, c'est très bien. Donc j'achète Dôme. C'est terrible. Mais non, c'est vrai, c'est vraiment l'émiettement des œuvres. Non, mais c'est vraiment une vision économique en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on le sait, par exemple, chez un artiste, qu'il soit photographe ou peintre, etc., on sait très bien quelles sont les œuvres qui économiquement sont intéressantes. Ça veut dire c'est ça que je reproche beaucoup aux institutions depuis quelques années, c'est qu'ils sont plus mercantis que les mercantis. Parce qu'ils deviennent des actionnaires de l'art. D'ailleurs, je les ai même baptisés les artionnaires, voyez. Et ça, c'est très grave, parce que le ministère, les institutions et nos musées étaient là pour protéger les artistes et les œuvres d'art, non pas pour en faire du négoce. Et on arrive à des renversements dans les mentalités qui sont, à mon avis, dangereuses. La lecture d'une œuvre photographique est totalement différente. Bien sûr, en plus. Et que donc, si on décide aujourd'hui que c'est cette partie de l'œuvre d'un photographe qui est intéressante, je ne sais pas si dans 50 ans, on va être d'accord avec ce qu'on dit aujourd'hui. C'est ce que vous disiez pour les spécialistes de l'art contemporain tout à l'heure, et les spécialistes, à la limite, du patrimoine artistique en photo. Ce sont des regards, des analyses différentes. Francine pourrait quand même donner l'exemple de cette... Parce que tout n'est pas négatif, loin de là, de cette très belle exposition qui a été réalisée sur Douaneau aux Arts et Métiers, à partir d'un reportage sur comment il s'appelle, son nom m'échappe, Frédéric Joliot-Curie, sur Joliot-Curie. Et je pense que si on n'avait pas eu toutes les planches, tous les négatifs pour regarder, eh bien cette exposition n'aurait jamais eu lieu. Je peux vous dire que le travail que mon père a pu effectuer au Collège de France ou dans le labo de Joliot-Curie à Ivry, etc., n'intéressait absolument plus personne depuis 40 ans. C'est vraiment parce que lui avait un sens de la conservation et que nous, on a continué à conserver le plus parfaitement possible son travail, qu'on a pu retrouver absolument tout ça et voir aujourd'hui, avec les scientifiques qui sont en place au CNAM, avoir une nouvelle lecture de ces négatifs-là. Mais c'est un exemple absolument frappant, ça. Sur les 400 000 négatifs qui constituent à peu près l'œuvre de mon père, ça, c'était une partie qui serait passée à la trappe de n'importe quelle institution un petit peu mercantile se penchant sur ça répond à la question, justement. Ça répond à la question. Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Arnaud Gessinger? Vous êtes allemand, vous êtes enseignant en France ou en Allemagne? Je suis autrichien. Autrichien? Oui, mais je parle allemand aussi. D'accord. Et vous êtes autrichien de quelle partie d'Autriche? De l'ouest de l'Autriche. C'est-à-dire? C'est une région qui s'appelle le Vorarlberg, d'accord. Pas loin de la frontière suisse. D'accord. Et est-ce que vous voyez des différences entre la façon dont la France s'occupe de la photographie et la façon dont on pourrait s'occuper de la photographie dans votre pays? J'ai posé la question à monsieur aussi, parce qu'il est italien, mais je crois que vous n'aviez pas forcément de réponse à apporter. J'aime bien avoir les regards croisés. Moi, je suis peut-être un exemple un peu atypique parce que j'ai fait une partie de ma formation, presque toute ma formation en photographie en France. Donc, j'enseigne effectivement en Autriche et je peux vous rassurer, même malgré toutes les critiques que j'entends à juste titre ce soir par rapport à la situation française, elle est quand même belle. Il y a quand même un enseignement qui est, même si en faculté, c'est pas encore l'idéal. Mais et vous enseignez où, je peux m'excuser? Moi, j'enseigne à l'université aussi. Laquelle? De Innsbruck. Ah, Innsbruck, d'accord. Donc, voilà. Dans quel département? C'est la littérature comparée, figurez-vous. Et vous avez trouvé une niche pour enseigner C'est effectivement une niche parce que par rapport à la France, dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, il y a des écoles de la photographie, mais une école comme je l'ai faite ici en France, l'école nationale de la photographie, même ce type d'école n'existe pas dans d'autres pays. Oui, et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. En Allemagne, il y a un professeur qui vient souvent ici, d'ailleurs, qui s'appelle Manfred Eisenbeis. Il a créé l'école supérieure d'art et médias à Cologne. Et c'est lui, c'est un Allemand, qui a créé 2 écoles en France, celle d'Angoulême et celle de Poitiers.
Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a voilà, pas d'enseignement en Allemagne ou en Autriche, mais je veux dire, la densité des choses, des possibilités, comme disait mon collègue, en France, entre l'enseignement, les galeries, les possibilités qu'on a, même une recherche très spécialisée, c'est quand même extraordinaire comparé à un contexte européen. Donc il ne faut pas non plus c'est justifié voilà, de critiquer. Il y a combien de millions d'habitants en Autriche? Ah bah, ça, c'est injuste de comparer. C'est 7 millions d'habitants. D'accord. Mais si comparer l'Allemagne... Non, mais il faut comparer ce qui est voilà, comparable. il faut comparer avec l'Allemagne. Et bon, évidemment, en Allemagne, il y a une grande tradition. Il y a un ministère de la Culture aussi, Oui, tout à fait. qui a des départements comme nous. Est-ce qu'il y a... C'est un peu plus régionalisé, je dirais. C'est un peu moins centralisé, puisque ce sont des pays qui ont grandi dans des traditions plus régionales. Avec que les Länder, un centralistes. peu comme l'Allemagne. Voilà, donc je dirais en général, il y a peut-être dans les Länder, en Allemagne et en Autriche, un peu plus d'activité, un peu moins de concentration. Il y a aussi l'économie qui joue. Dans la Ruhr, il y a plusieurs villes, grandes villes, Düsseldorf, Cologne, effectivement, qui ont une économie très importante aussi. C'est ça qui joue là-dedans aussi. Donc, non, je voudrais justement dire qu'en France, même si on critique beaucoup les choses... Mais pour faire avancer. Ben voilà, on avance. On avance. C'est pour ça Je sais pas comment c'est en Italie, mais... Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on continuera ce travail parce que... Oui, pardon. Ah oui, alors Bernard Bois a posé ici... Ah oui, alors parce qu'en plus, Bernard Bois est critique d'art, mais c'est aussi un bibliophile extraordinaire. Et à chaque fois, il nous amène des livres merveilleux. Alors, ce livre a été réédité récemment par les éditions Actes Sud. Ah. Donc, il n'est pas seulement l'affaire des bibliophiles. Oui, mais celui-là, il est de quelle année? Il est... Ah non, il est pas très vieux par rapport à ce que tu apportes d'habitude, c'est 1969. Ça va, ça va. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus. L'heure tourne, autrement on aurait bien continué. Donc je remercie tous les invités. Grâce à vous, on a un peu mieux compris le monde de la photographie. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le prochain Aréart au mois de septembre. Et cette visioconférence sera en ligne sur Internet d'ici une dizaine de jours. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Donc au mois de septembre, je vous souhaite de bonnes vacances. À bientôt.